qui entoure la mort de Lucas, cet adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours samedi dernier. Sa famille dénonce un harcèlement homophobe. Et le harcèlement, c'est pas seulement des petites insultes, c'est pas seulement des vannes, ça peut être extrêmement grave. Qu'est-ce qu'ils te faisaient les autres? Ils m'insultaient, ils insultaient ma mère, donc du coup, bah... Et toujours les mêmes? Il a été victime de violences de la part de ses camarades, un calvaire qui a duré du CP à la 4e. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment super content de vous retrouver pour enfin vous présenter l'enquête qu'on mène sur le harcèlement scolaire depuis plusieurs mois avec mon équipe. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez évidemment de quoi il s'agit. C'est l'École de la peur, le documentaire qu'on prépare maintenant depuis 1 an, comme je viens de le dire, sur la thématique du harcèlement scolaire. Alors, j'aurai l'occasion de revenir dans une vidéo plus détaillée en dehors de cette enquête sur tous les problèmes que nous avons rencontrés lors de cette enquête, tout ce qui nous est arrivé, les obstacles que l'on a pu rencontrer. Mais avant tout, il est quand même important que vous compreniez certaines choses. En fait, si nous avons pris autant de retard, donc il y a évidemment plein de raisons, mais il y a une raison principale, c'est que nous avons été obligés de supprimer des interviews et de revoir la trame de notre film. Pourquoi? Parce qu'entre deux, en septembre, de nouvelles annonces ont été faites sur le harcèlement scolaire, alors j'y reviendrai. En réalité, très sincèrement, ça ne change pas grand-chose, mais on y reviendra un peu plus tard. Et surtout, en fait, on avait des interviews notamment de prévues avec des représentants de l'éducation nationale, plus particulièrement d'une académie que nous ne citerons pas, que nous avons été obligés en fait de supprimer pour des raisons de sécurité. Encore une fois, j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail prochainement, après la sortie de cette enquête. L'objectif vraiment de ce documentaire, c'était de mettre en avant la parole des victimes. Ça, c'est une chose hyper importante, mais aussi de donner la parole à des intervenants, des personnes qui sont confrontées parfois quotidiennement à la thématique du harcèlement. Enfin, j'ai décidé de condenser le documentaire, c'est-à-dire de le réduire un peu. Initialement, il devait faire entre 1h30 et 2h. Au moment où je tourne, je suis encore en période de montage. Je suppose qu'il devrait faire cette fois-ci entre 45 minutes, 1 heure peut-être. Je ne sais pas encore trop, mais en tout cas, on a décidé de le condenser. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si notre travail vous plaît et que vous souhaitez découvrir d'autres enquêtes du même genre dans les mois à venir. Bon visionnage. Bon, le harcèlement scolaire, qu'on se le dise, c'est forcément quelque chose dont vous avez entendu parler ces derniers mois, ces dernières années, avec les nombreuses affaires médiatiques sur ce sujet. C'est vrai que lorsque l'on entend parler du harcèlement scolaire, c'est toujours associé aux drames qui sont les conséquences de celui-ci, à savoir notamment les suicides d'enfants harcelés. Énormément d'affaires ont défrayé la chronique ces dernières années, toutes plus tragiques les unes que les autres. Mais finalement, en fait, le harcèlement scolaire, c'est quoi? Alors, selon le site de l'éducation nationale, le harcèlement en milieu scolaire, eh bien c'est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs, voire violents. Les chiffres autour du harcèlement scolaire ont beaucoup varié et sont difficiles à mesurer avec précision. Un rapport du Sénat datant de 2021 fait état de 800 000 enfants au minimum victimes de harcèlement, et ces statistiques peuvent même atteindre 1 million selon certaines associations notamment. On a également une étude plutôt récente de l'IFOP qui nous donne beaucoup de précisions sur le harcèlement scolaire, mais je laisse Daniel vous l'expliquer. Une étude récente menée en 2021 par l'IFOP nous apporte énormément de précisions sur cette problématique. Et un premier chiffre rentre tout de suite en contraste avec le manque de statistiques sur le harcèlement. En effet, 97% des Français semblent préoccupés par le harcèlement. Dans ces 97%, 65% le classent même comme un sujet prioritaire. François Legrand, chargé d'études à l'IFOP et responsable de cette enquête, nous apporte son regard sur l'étude du harcèlement scolaire en France. Alors, je pense que c'est un sujet dont les politiques ont mis du temps à s'emparer. Et les premières politiques qui ont été réellement menées dans ce domaine, elles ont moins de 10 ans.
Il n'y a pas eu d'enquêtes statistiques qui sont vraiment intéressées à ce sujet. Mais alors, où se concentre principalement le harcèlement scolaire dans la scolarité? Selon cette étude, il apparaît clairement que le collège peut être une source de harcèlement entre élèves. En effet, sur l'ensemble des personnes ayant déclaré avoir subi des violences en milieu scolaire, 54% ont indiqué que ces violences se sont déroulées dans leur scolarité au collège. 23% déclarent avoir subi ces violences en école primaire et 13% au lycée. Alors, ce qui est assez clair, on le voit, c'est effectivement quand on demande à quel moment de votre scolarité avez-vous subi ces actes, donc ça c'était posé uniquement aux personnes qui avaient déclaré avoir subi des actes de violence. 54% disent le collège, 23% disent l'école primaire, 13% disent au lycée, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est un vecteur, mais en tout cas il y a une concentration très claire des actes dans cette période, dans ce moment-là de la scolarité qui correspond aussi au moment de l'adolescence. En fait, je pense que tout simplement, pour comprendre le harcèlement scolaire, la meilleure manière de comprendre ce phénomène, c'est de donner la parole aux victimes. Élèves, parents, nous sommes partis à leur rencontre pendant plusieurs mois et les témoignages qu'ils nous ont délivrés sont bouleversants. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Du coup Théo, ça va, tu te sens capable de témoigner aujourd'hui? Je peux essayer, mais je promets rien. D'accord. Tu t'appelles donc du coup Ilan, c'est ça? Oui, je m'appelle Ilan. Du coup, moi c'est Fanny. J'ai été harcelée. J'ai été harcelée en CM2. J'ai subi du harcèlement de la fin de l'école jusqu'au milieu du lycée à peu près. Ça a démarré très simplement par une relation de confiance que la personne a établie pour pouvoir mieux la détourner à la suite. C'était des moqueries, on se moquait de moi, on mettait à part, un peu sur le réseau aussi. Donc ça a commencé avec une personne, puis après ça fait l'effet de groupe, tout un groupe d'amis a suivi, a commencé évidemment à essayer de m'intimider ou simplement se moquer de moi. Mais en tout cas c'est très régulier. Si ça m'arrive pas au moins 3 fois dans la semaine, c'est qu'il y a un problème, c'est quelqu'un qui est malade. Ça a commencé dès la petite section où en fait il y avait un garçon qui m'avait pris pour cible et en fait pour lui j'étais sa chose. Et ensuite c'est un peu toute la classe qui s'est mis à me harceler par rapport à mon nom de famille qui est le lièvre. Et aussi parce que je suis rousse et en fait j'étais la seule rousse de ma classe. D'abord ça a commencé avec 2 et puis après il y en a d'autres qui sont venus. Au départ c'était oui des moqueries, des insultes. Et plus ça allait, plus à continuer, plus ça a augmenté. C'est surtout vers le milieu, même fin de l'année que les moqueries ont commencé à... C'était surtout via un groupe Snapchat, les élèves de la classe avaient créé. On me traitait souvent, excusez-moi de l'expression, de lâche-cul, de lâche-bot, et après ça commençait à s'attaquer à mon physique. Ça a été pas très simple. En plus, c'était le début du cycle de femme, le début des menstruations, ce genre de choses. Donc déjà, on pose beaucoup de questions sur son corps, ses transformations. C'était le premier ou deuxième jour. Le premier jour d'école, je me souviens, les parents pouvaient nous accompagner. Premier jour du collège. Mes parents n'avaient pas pu, mais c'était les parents d'une amie qui était avec moi. C'est bien passé. Et à partir du moment où ils sont partis, les jours qui ont suivi, on devait se ranger par classe. On avait chacun notre lieu, on devait se mettre. J'avais mes serviettes hygiéniques avec moi. Et déjà, c'était un truc tabou. Enfin, à cet âge-là, on parlait pas de ça. Et il y avait des personnes qui s'étaient amusées à ouvrir mon sac et à jeter ces serviettes partout. J'ai pas commencé avec assurance au collège. C'était très facile de m'intimider. Et je répondais oui à ce qu'on me disait. On me disait, par exemple, j'allais me poser à une place en classe. Et si quelqu'un avait décidé que c'était là, il fallait que je gère. Quand il manquait des trucs, des affaires ou une copie ou des stylos, on me chourait toutes mes affaires. Et ça pouvait aller des réflexions sur la puberté, par exemple. Parce que du coup, à ce moment-là, on est en pleine puberté, il n'y avait pas d'épilation. Enfin, moi, je m'épilais pas à ce moment-là. Pour moi, c'est pas normal de s'épiler aussi jeune. Enfin bref, ça sera un autre débat. De se faire des réflexions, elle a des poils aux jambes, elle a des poils sous les bras, qu'on se met déjà avec quand on tire les cheveux. Et même en classe, et il y avait les profs qui étaient là, et il y en a certains qui ont pu voir des choses et qui disaient rien. Clairement, quand vous avez une salle avec tous des gosses, par exemple, c'est un contrôle ou une évaluation, le prof, il est assis sur son bureau, il observe pour pas qu'on triche. Et il voit en fait ce qui se passe. Après, ça a commencé par des regards méprisants en classe, après des coups de pied dans les couloirs, des coups dans les rangs, il me poussait, il m'insultait. Bâtard, connard, fils de pute. Il venait dans mes rangs pour moi en fait. Et un coup, il est venu dans mes rangs, parce qu'on attendait le professeur. Il m'a frappé, je me suis reculée, il m'a poursuivi dans quasiment tout le collège. Vers fin décembre, il a commencé à avoir d'autres élèves.
En fait, il m'entourait et après, il me frappait. Lors d'une invitation, j'ai pas compris, je comprenais pas vraiment ce qu'elle cherchait, donc j'ai passé une après-midi chez elle et j'ai commencé à voir des choses qui m'interpellaient. C'était des rires, c'était quelque chose qu'on ressent plus que ce qu'on voit. Ça allait doucement par des mots, toujours des petites pointes d'insultes, mais tout en retournant la situation comme si c'était pour mon bien. Si tu te défends pas, tu seras une merde. Il y a des personnes qui vont se greffer petit à petit. En primaire, j'ai eu des violences physiques. On était en rang 2 par 2 contre une haie. Du coup, il y a la haie et derrière, il y a le grillage. Parce qu'en fait, il y a une maison qui est collée à l'école. Il y avait des bouts du grillage par terre. Et ce garçon a pris un bout du grillage par terre. Il est venu, il a attrapé mon bras comme ça. Et il l'a planté. Je voyais mon bras qui était complètement en sang. J'ai pas le souvenir d'avoir eu mal sur les premières secondes, mais après c'était très très douloureux. Et il y a mon ami qui était avec moi, avec qui j'étais rangée, qui a interpellé l'instituteur. Et ensuite j'ai été chez la directrice et des assistantes d'éducation sont venues s'occuper de moi. Ça va être des personnes qui vont essayer de chercher la petite bête, qui vont essayer de me descendre, de critiquer mon physique ou mes vêtements, ou voilà. Au moment, avant les grandes vacances, c'est arrivé à que je me suis pris un coup. On allait en sport, on attendait la prof et il y avait un débat, pain au chocolat ou chocolatine. Et moi, j'ai dit pain au chocolat. Du coup, il y en a un, il arrive comme ça, il me donne un gros coup dans l'œil. Sauf que au moment, la prof, elle le surprend et du coup, il se fait exclure une journée et du coup, j'avais l'œil enflé. Alors je me permets de nouveau d'intervenir pour vous remettre cette histoire en contexte. Là on va entendre l'histoire de Claire et Benoît dont les deux enfants ont été harcelés, et particulièrement leur fils Maxence. Vous allez voir que leur fille Charlotte a également été harcelée, mais on va surtout se concentrer en fait sur l'histoire de leur fils. Mais si au départ vous entendez parler de deux enfants harcelés, c'est normal puisque leur fille a aussi été victime de harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait ils ont Charlotte et Maxence ont 2 ans d'écart. Donc, quand elle était en CE1, lui était en maternelle, il ne subissait pas de harcèlement. Par contre, quand elle était en CM2, lui a commencé à en subir. L'objectif des enfants, c'était qu'elle aille jusqu'à aller mourir. Et Charlotte m'a avoué cette année, donc elle est en 4e, qu'elle avait pensé à se suicider, effectivement. On était vraiment sur dès qu'il se passe quelque chose, les gamins disaient à la maîtresse « c'est Maxence ». Donc on était convoqués quasiment toutes les semaines. « Oui mais Maxence, oui mais Maxence, oui mais Maxence ». Alors moi en tant que fille de prof et petite fille de prof, j'ai été élevée dans l'état d'esprit de le prof a raison jusqu'à preuve du contraire. Donc Maxence prenait cher de ma part. Donc je le grondais en lui disant maintenant ça suffit, ça va pas ce que tu fais, etc., etc. Et là il me regardait avec parce qu'en plus il est tout petit, il me regardait avec ses petits yeux et il me disait mais maman, alors il y a des fois il me disait oui j'ai merdé, ok bon. Donc voilà, écoute tu le referas pas, et puis on discutait et puis voilà. Et puis on va dire 70% du temps c'était mais maman c'est pas moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas dit ça, c'est pas moi. On commençait à se poser des questions en se disant, bon alors, c'est un enfant qui est en CE1, il a 8 ans, un enfant de 8 ans, ça a tendance à mentir parfois. Donc on va essayer de creuser un petit peu plus loin. Et il n'y avait rien à faire. Il nous répondait, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas dit ça. Et un jour, j'ai été convoquée, donc on était à peu près vers Pâques, parce que soi-disant, il avait traité une petite fille en situation de handicap et Maxence nous a expliqué que non, en fait il n'avait pas dit ça. Et arrive le spectacle de fin d'année et là nous arrivons à la salle du spectacle de fin d'année. Personne n'était prêt, les gamins sont partis jouer, Maxence est parti jouer et au bout de 10 minutes on voit une horde de gamins, 5-6 qui arrivent vers nous en disant Maxence a dit, Maxence a fait, je sais plus quoi, etc. Et moi, je vois mon gamin arriver en pleurs, en disant maman j'ai mal, maman j'ai mal. En fait, ils sont rués sur lui
Et on a appris après, ils l'ont roué de coups. On a appris après que, en fait, il était en train de jouer tranquillement avec 2 gamins, en attendant que le spectacle commence, et qu'il y en a un troisième qui est arrivé, qui a voulu s'intégrer, et Maxence a dit « Attends, on finit cette partie, et après, tu joues avec nous ». Et bien, ça s'est fini par ils l'ont rué de coups, ils se sont acharnés sur lui. Le prof a engueulé Maxence. Il a fallu que Maxence parte avec son père, donc il n'a pas assisté au spectacle de fin d'année. C'était pendant la première semaine où certaines personnes de ma classe parlaient dans mon dos, surtout que j'étais mal habillée. Enfin, oui, j'étais pas très belle aujourd'hui ou autre. C'était surtout par rapport au physique. Il y avait aussi des bousculades ou alors dans le bus le matin ou le soir, on me tirait les cheveux. Alors, on reviendra évidemment un peu plus tard sur leur histoire. Quand on parle de harcèlement scolaire, en fait, on parle très souvent des victimes et c'est normal. Ce sont elles qui sont impactées directement par le harcèlement scolaire. Les conséquences sont multiples pour elles, décrochage scolaire, chute des notes, phobie scolaire et malheureusement dans les cas les plus dramatiques, tentative de suicide ou suicide. Mais l'on oublie parfois que le harcèlement scolaire, il implique un harcelé, mais aussi un harceleur. Et en fait, les exclure de l'équation, ce n'est pas nécessairement la meilleure des méthodes pour résoudre ce fléau. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sanctionner? Faire de la pédagogie? Et puis enfin, pourquoi un élève se fait harceler en fait? Pourquoi un élève, plus qu'un autre, aurait plus de risques de se faire harceler par exemple? Eh bien, toutes ces questions, on va y répondre et Emmanuel Piquet, essayiste spécialisé des violences en milieu scolaire et thérapeute, nous aide à trouver les réponses. Ce qui fait le lit du harcèlement en amont, l'ingrédient majeur au fond, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité au sens d'une fragilité repérable. Repérable par les adolescents et les enfants, d'une façon générale, qui ont un radar particulièrement aiguisé pour voir un peu qui est vulnérable ou pas dans une cour d'école. Parce qu'évidemment, ils vont pas choisir dans des enfants qui sont, dans des groupes d'enfants qui sont plutôt clashants ou hyper populaires, ils sont pas idiots, ils vont choisir plutôt des enfants dont ils présument qu'ils sont vulnérables. Et donc, cette vulnérabilité, elle peut être liée à plein de choses. Elle peut être liée au fait que les parents divorcent, elle peut être liée au fait que la grand-mère va pas bien. Elle peut être aussi liée, vous avez raison, à un complexe. Mais ça n'est pas du tout l'aspérité physique ou l'aspérité différentielle qui, de mon point de vue, fait le lit du harcèlement. Autrement dit, pour le dire autrement, tous les enfants gros et roux ne se font pas harceler. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à ce qu'on nous explique, parce que c'est ce que nous explique l'éducation nationale, c'est que les enfants gros, roux, mal habillés, pauvres, handicapés, etc., se font tous harceler, ce qui est quand même un peu problématique, parce que du coup, ça veut dire que les gamins, imaginons un enfant gros et roux qui va bien, qui est bien dans sa peau, quoi, et qui tout à coup entend en effet un discours de psy ou de ministre, il va se dire bon moi du coup, voilà, je suis quand même hyper à risque, et du coup, ça va le mettre précisément dans cette posture de vulnérabilité qui risque de lui causer de graves ennuis en matière de harcèlement derrière. Maintenant, il y a des enfants gros et roux qui se font harceler, évidemment, parce que le fait d'être gros et roux, c'est un problème pour eux. On est d'accord. Mais c'est souvent parce que ça a été un problème par ailleurs, en fait, que ça devient un problème pour eux. Et encore une fois, il y a plein d'enfants gros et roux qui se font pas harceler. Donc, c'est exactement comme la violence conjugale, le harcèlement au milieu scolaire. C'est très équitablement réparti dans la population française. Tout le monde peut donc être victime de harcèlement scolaire. Il semble qu'aujourd'hui, ce fléau dépasse la plupart des frontières que l'on pourrait imaginer. Cependant, s'il n'y a pas de profil type, on peut parler de facteurs de risque. Des facteurs personnels, familiaux et socio-environnementaux qui, lorsqu'ils sont cumulés, peuvent augmenter la probabilité qu'un enfant soit harcelé ou harceleur. Il y a aussi ce qu'on appelle la capacité de résilience de chacun, c'est-à-dire la capacité de chaque individu à faire face à un événement ou à une situation. En fonction des enfants, celle-ci peut être bien différente et un élève qui n'arriverait pas à faire face à une situation d'intimidation pourrait donc être sujet à harcèlement. Également, certains enfants qui présentent une différence paraissent plus à même d'être victimes de harcèlement, notamment pour les élèves qui ont une orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité et pour les élèves transgenres. On retrouve aussi souvent ce qu'on appelle l'effet mouton, c'est-à-dire d'autres élèves qui vont suivre le mouvement par peur d'être à leur tour victimes de harcèlement. La professeure en psychologie Marjorie Rock nous aiguille sur ça. Aujourd'hui, donc, comment on peut expliquer justement alors cette violence verbale, physique, la violence de manière générale entre des enfants et des adolescents? Est-ce que un enfant est conscient, un enfant harceleur, je parle, qui est considéré comme harceleur, est conscient de ce qu'il fait de manière générale? Ou inconscient? Est-ce que ça le dépasse en fait d'une certaine manière? Ça le dépasse probablement, je ne sais pas en quelle proportion. Les agresseurs sont aussi en souffrance
ils l'expriment d'une autre façon, ils ne sont pas victimes, donc on aurait tendance à adopter une forme de vision assez manichéenne ou dichotomique en fait des choses, c'est-à-dire agresseur-agressé, donc l'agresseur c'est le méchant et l'agressé c'est la victime, mais souvent l'agresseur enfant et adolescent a été victime lui-même. Alors je ferai une différence vraiment entre l'enfant et l'adolescent par rapport au harcèlement, c'est-à-dire que d'ailleurs il y a beaucoup moins d'études sur l'enfant que sur l'adolescent en ce qui concerne le harcèlement. L'enfant, lui, il aura tendance à répéter ce qui se joue dans sa propre famille, à imiter finalement, ou alors à prendre le contre-pied, mais à se baser sur des choses qu'il connaît déjà de sa propre famille. Chez l'adolescent, c'est différent. L'adolescent, donc, il fait la connaissance, on va dire, il est en pleine construction identitaire, donc c'est un être qui est déjà un petit peu plus abouti, il commence à s'affranchir de sa famille, il commence à s'inscrire dans un groupe de pairs, il devient pubère aussi, donc ça c'est très important de le noter. Il essaye de se débattre, si vous voulez, avec cette puberté, avec tous ces changements corporels, tous ces changements, on va dire, relationnels. Et donc, il ne sait pas trop comment se positionner par rapport à tout ça. Et donc, c'est valable du côté de l'agresseur comme du côté de l'agressé. C'est-à-dire qu'en fonction de la personnalité, du caractère, finalement, de l'enfant ou de l'adolescent, il va exprimer une manière de se positionner en groupe avec les autres, et ça peut donner lieu donc à des situations de harcèlement. Est-ce que la différence peut être un facteur et comment les enfants, justement, ou les adolescents, enfin, on fait le distinguo entre les deux, réagissent justement si c'est un facteur face à cette différence? Toute différence peut être source de problèmes, mais pas forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas la différence en elle-même qui va produire le harcèlement. C'est la manière dont la personne non seulement s'approprie les différences et dont elle les manifeste, c'est la manière de se positionner de façon relationnelle qui compte le plus. Ça peut être des différences qui sont physiques, psychologiques, intellectuelles, vestimentaires, mais qui peuvent être en positif comme en négatif. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de règle. Il y a deux types de mécanismes. Il y a le rejet parce que la personne n'est pas comme soi, ou ne nous ressemble pas, donc il y a quelque chose de très angoissant dans le fait qu'il ne soit pas familier, ou alors l'envie, le désir de posséder l'autre, ou de posséder un de ses attributs, une de ses qualités, une de ses compétences. On retrouve aussi un phénomène apparu il y a maintenant quelques années avec l'ère des réseaux sociaux, c'est le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement en ligne, c'est un harcèlement qui s'effectue via Internet, comme sur les réseaux sociaux par exemple, comme je viens de le dire, où il a en très grande majorité lieu. Les propos en cause peuvent être des commentaires, des vidéos, des montages d'images, des messages sur des forums, etc. Toujours d'une manière répétée, ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Alors attention, il faut préciser que le cyberharcèlement n'est pas propre au harcèlement scolaire. On peut être cyberharcelé sans être scolarisé ou dans le milieu scolaire. Cependant, aujourd'hui, énormément d'élèves, de collégiens, de lycéens et même d'élèves en primaire ont des téléphones portables et des tablettes et donc ont accès aux réseaux sociaux. En fait, c'est même plus important que ça puisque selon plusieurs études, l'âge principal d'obtention d'un téléphone pour un enfant est situé entre 10 et 12 ans. De plus, 51% des enfants âgés entre 11 et 14 ans se rendent sur les réseaux sociaux et si on voit même plus large que cela, 92% des 12-17 ans possèdent un téléphone et 80% d'entre eux ont au moins un compte sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que les réseaux, et on le sait, les jeunes y sont. On comprend donc aisément qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire peut impliquer et implique très souvent du cyberharcèlement. Le problème avec ça, et c'est notamment ce qu'on nous a expliqué pour des victimes qui étaient un peu plus âgées, c'est-à-dire qui ont témoigné 10, 15, voire 20 ans après les faits, c'est qu'en fait, à l'époque, donc 10, 15, 20 ans, ces enfants qui étaient harcelés, quand ils quittaient l'enceinte scolaire, généralement, le harcèlement restait entre les murs de l'école. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec ce cyberharcèlement, eh bien, les murs ont explosé et ce harcèlement va au-delà de l'enceinte scolaire. Enfin, un dernier point à aborder, c'est qu'en plus de marquer à jamais les victimes, eh bien, ces violences, elles restent aussi marquées dans ce qu'on appelle le cyberespace sur Internet, tout simplement. C'est aussi un risque à prendre en compte. Vous imaginez par exemple que quelqu'un ait publié une photo dégradante de vous, 10 ans après, elle peut très bien ressortir et vous empêcher par exemple d'avoir un CDI. C'est des cas qui sont déjà arrivés. Donc c'est quelque chose qui arrive avec notre société et c'est l'une des conséquences aussi de cette modernisation, cette numérisation de notre époque.
Encore une fois, il faut savoir en tirer des conséquences, mais prendre aussi le positif, évidemment. Bon, désormais, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, à savoir le harcèlement scolaire en France. Non, parce que vous allez voir que la France, elle ne se manifeste malheureusement pas encore avec son efficacité dans la gestion des cas de harcèlement. Ça a commencé sur les réseaux sociaux. Donc un jeune homme m'a contacté, me disant qu'il avait 16 ans, a commencé à me parler normalement, comme s'il avait mon âge. Ensuite, il y a une dame qui m'a ajouté. Le monsieur m'a demandé de faire certaines choses dont je ne voulais pas forcément. Et la dame me disait qu'elle avait déjà vécu la même chose et qu'en gros, il fallait que je fasse ce qu'il lui demandait. Je savais pas trop où me situer, je savais pas quoi faire exactement. Suite à des menaces qu'il allait envoyer un message au collège, à tous mes amis, comme quoi j'étais un homme de 50 ans et que il allait raconter n'importe quoi. Il m'a demandé d'envoyer en premier une photo dessus de ma poitrine. J'ai envoyé, mais sans qu'on voit forcément ma poitrine. Ah, cette époque-là, t'as quel âge? J'avais 10 ans. Alors, petit point très rapide sur l'histoire de cette jeune fille qui a décidé de témoigner pour comprendre un peu comment son harcèlement scolaire s'est développé. En fait, elle a été victime au préalable d'un réseau de c'est évidemment quelque chose de très lourd, de très grave, et ça fait partie du début de son harcèlement, puisque vous allez le voir par la suite, cet individu, je dirais même ce salopard-là, a envoyé toutes ces images au collège où elle était, et c'est suite à ça qu'elle sera victime de harcèlement scolaire. Ça me paraissait important de faire ce petit disclaimer pour vous resituer dans le contexte. En fait, lors de l'appel, il a enregistré tout l'appel, tout ce qui s'est passé, et il a envoyé une photo de la vidéo à tous mes amis Facebook, pratiquement tous. Et j'ai su ça par un ami. Et de là, il y a cet ami, entre guillemets, qui en a parlé à pratiquement tout le collège. Donc ça a commencé par des insultes, vouloir me taper dessus. J'avais appelé le directeur à l'époque, m'avait appelé pour une urgence. Votre fils est tombé, il saigne. Oui, ok, j'arrive. Je trouve mon fils dans son bureau en sang, avec plein de tuméfaction, des saignements de gencives. Je le prends en urgence chez le dentiste qui marque il est tombé dans la récré. Je lui dis ok, pour les chamailleries, il n'y a aucun souci, ça reste encore des enfants, mais de là à aller jusqu'à tomber, être bousculé. Non, madame, il n'était pas bousculé, il est juste tombé. Voilà, il s'est cogné. Une semaine après, moi, ce qui m'avait interpellé le plus, c'est qu'une semaine après, on me rappelle à nouveau. C'était la maîtresse de CE2. Votre fils, il est tombé, il saigne. Oh, punaise, il saigne du nez. Et là, non, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il peut pas tomber encore une deuxième fois au bout d'une semaine. Les élèves l'attendaient par groupe dispersé à différents coins de rue pour lui taper dessus. C'était par rapport à mon meilleur ami qui l'est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, qui en fait, lui, se faisait harceler en 5e, 4e, et qui en fait, ça a vraiment commencé en 4e, enfin 5e et 4e. C'est au moment où j'ai commencé à le défendre, où ils ont commencé aussi à m'enquiquiner, donc c'était que du verbal. Par exemple, un exemple de fausse rumeur qui était très rapidement arrivé, c'est que Gouven et moi, on était en couple. Cette fausse rumeur-là, en fait, ça a déboulé sur plein de fausses rumeurs. C'était des insultes assez classiques, oui, il n'y a pas de souci. Et autres. C'est la question brûlante, et qui ne plaît pas toujours à l'éducation nationale d'ailleurs. Comment sont gérés les cas de harcèlement en France? Avant les mesures annoncées par Gabriel Attal en fin d'année, la gestion des cas de harcèlement était catastrophique, ou du moins, toutes les victimes, tous les témoignages que nous avons recueillis nous ont fait état d'une gestion catastrophique, et c'est pas faute d'avoir cherché des personnes qui étaient satisfaites justement de la gestion de leur cas de harcèlement. On n'en a trouvé aucune, et je peux vous promettre qu'on a fait tous les efforts du monde pour essayer d'en trouver. Mais quand je vous dis vraiment catastrophique, et vous allez le voir après, c'est une catastrophe. Omerta, minimisation des situations, des lettres de menaces envoyées aux familles par le rectorat, c'est totalement ahurissant. Et ça, les parents que nous avons rencontrés nous l'ont très bien expliqué, et vous allez voir qu'il y a des histoires juste dingues. On remarque très rapidement que Théo se renferme beaucoup plus. J'ai eu la mauvaise idée de téléphoner au collège
pour parler à la CPE pour qu'elle règle ça. Mais malheureusement, la CPE empirait. Et du coup, Théo ne disait plus rien. Si ça se passait mal, Théo disait non, ça va, le problème est réglé. Jusqu'au jour où Théo s'est un peu révolté. Et j'ai surtout dit à la CPE, cette situation-là ne peut pas continuer. Théo ne veut plus retourner au collège. Et la CPE a rien trouvé de mieux d'attraper Théo devant l'élève qui était l'agresseur, qui a mis une honte à Théo en disant ça sert à rien de dire à ton père que tu ne veux plus retourner à l'école, t'as passé l'âge de faire les caprices, tout ça. Donc j'ai tapé plus haut, je suis allé voir carrément l'adjointe du principal en expliquant ce qui s'était passé, comment la CPE avait géré, et à mes yeux très mal géré, et elle a osé me traiter de menteur. Première chose que je fais, c'est que je contacte la police municipale. Et là, la police municipale m'explique que au collège où je suis, j'ai de la chance parce que la proviseure a déjà eu affaire à des cas comme ça et qu'elle est très à l'écoute et qu'elle va prendre ça en main et que je dois pas me faire de soucis, quoi, que je dois... Ils me rassurent, quoi, ils me rassurent. Ils me disent d'aller dès demain aller voir la proviseure et effectivement, je prends contact avec la proviseure, j'ai rendez-vous aussi avec la proviseure et je ressors de ce rendez-vous en me disant que on était entendu, qu'il sera fait quelque chose, qu'on va être aidé, qu'on va être épaulé, que oui, c'est bon, on n'est plus tout seul face à ça en fait. Alors, toi, donc, du coup, quand tu ressors de ce fameux rendez-vous, tu te sens écouté. Tu sens que les choses vont bouger? Sincèrement, oui. On me répond à mes demandes. Je demande à rencontrer le parent du principal harceleur quand même. Il dit que oui, une rencontre sera organisée. Je préviens aussi que ma fille, je vais la retirer momentanément du collège parce qu'elle ne se sent pas en sécurité et que là, il faut que je leur dis qu'elle m'a dit qu'elle voulait mourir, se suicider. Donc là, j'ai besoin d'aider ma fille et que ça serait bien qu'on m'aide aussi pour l'aider à se soigner. Les semaines qui suivent, j'ai l'impression qu'on se moque un petit peu de moi, en fait. Il y a des mesures qui sont prises dans l'urgence et j'estime qu'elles sont pas du tout adaptées. Elle m'avait confié quelques noms, en fait, de camarades de classe qui participaient au harcèlement. C'est écrit lors du premier rendez-vous avec la proviseure, elle n'a pas voulu le prendre. Elle l'a refusé. À la suite de la découverte du harcèlement, le principal harceleur a eu un conseil de discipline avec un autre élève. Donc, on m'avait dit que les élèves, ils allaient être retirés de l'école tout de suite. La proviseure m'a averti de ça en me disant, c'est bon, les élèves ne sont plus à l'école à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la date du conseil de discipline, Zia peut revenir à l'école. J'en ai parlé avec ma fille, je lui ai dit que voilà, les principaux harceleurs ne seraient plus dans l'école, que ça serait bien qu'elle y retourne quand même, de réintégrer, que c'était important pour elle. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où elle a réintégré l'école, sa professeure de SVT l'a fait témoigner en classe de ce qu'elle subissait, de ce qu'elle vivait au sein de cette même classe, alors qu'il restait encore des élèves qui avaient participé au harcèlement en face d'elle. C'était une demande de la direction qu'il fallait que Zia explique pourquoi elle avait été absente et qu'est-ce qui se passait au sein de la classe. Et voilà. Retour l'année d'après. Et là, ça s'est acharné. Donc le prof s'acharnait sur lui, les gamins s'acharnaient sur lui. Et un jour, j'ai une remplaçante qui m'attrape à la sortie de l'école. Et elle me dit « Je suis contente de vous trouver, madame. J'ai un problème. Il y a une omerta sur Maxence. » Et là, je lui dis « Alléluia, vous êtes la première à accepter le fait qu'il y ait vraiment une vraie omerta sur Maxence. » Parce que nous, on avertissait l'école en disant « Mais ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Maxence est maltraité. » Oui, mais c'est Maxence qui? Tout ce qu'on nous répondait, c'était « C'est Maxence qui ?» Un jour, Maxence a craqué, clairement, et il a attrapé un enfant par le cou. Et voilà. Alors là, on a été appelé dans la seconde par l'inspecteur de l'académie. J'ai été convoquée dans la seconde à l'école avec le psychologue scolaire pour s'entretenir avec Maxence sur ce qui venait de se passer. Il l'a avoué, il a dit « Ouais, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Ils n'arrêtaient pas de me taper avec la béquille de l'autre qui avait la jambe cassée, quoi. » Et le psychologue scolaire, après l'entretien, m'a dit « Mais madame, clairement, on appelle ça du harcèlement scolaire. » C'est le psychologue scolaire de l'éducation nationale qui admet que votre fils est harcelé. Oui, mais il a refusé de l'écrire. C'est complètement renfermé sur elle-même dans l'espace de quelques semaines. Chose qui n'était pas jusqu'à ce moment-là, parce que Ivana était quelqu'un de très sociable, justement. Comme je le disais tout à l'heure, elle allait très facilement vers les gens. Depuis toute petite, elle avait un comportement qui plaisait à tout son entourage.
Dès qu'elle arrivait dans une pièce, même petite, tout de suite les yeux se rivaient sur elle. Ça y est, il va d'arriver avec sa bonne humeur, son sourire. Et là, ce début de quatrième était compliqué parce qu'elle a changé du tout au tout, passant d'un extrême à l'autre. Et on ne savait pas pourquoi, puisqu'il est quelqu'un de très renfermé, de très mystérieuse quand elle le décide. C'est très compliqué de lui faire dire quand ça va pas, puisqu'on a découvert en fait tout ça lorsqu'elle a été hospitalisée plusieurs mois après. Et vous voyez, ce qu'elle a suivi dans le bus, par exemple, le fait de sortir les cheveux, on n'était pas au courant de tout ça. Ça, on découvre ce soir en même temps que vous. Ça, c'est que dans la journée, elle a une discussion avec le prof principal. Donc, il demande à Lola si il l'autorise, enfin, si elle l'autorise à m'appeler. Elle lui dit oui, et c'est à ce moment-là qu'il m'appelle. Donc, il me parle effectivement que bah, il va être exclu, que voilà, qu'ils sont en train de mettre plein de choses en place pour lui parce qu'il a d'autres problèmes et tout ça. Enfin bon. Et après, il me dit, et puis bon, bah, Lola est venue aussi me raconter qu'il y avait des problèmes avec des filles. Après, ils m'ont dit pas forcément plus. Et c'est là qu'en fait, je creuse, une fois que j'ai fini la conversation avec lui, que Lola me dit effectivement ce qui se passe depuis janvier. Via les réseaux sociaux, en fait, je sais retrouver la maman de la meneuse, on va l'appeler, hein. Et donc, je demande à Lola, est-ce que tu veux que j'envoie un petit message à sa maman? Et Lola me dit, ah oui, oui, parce qu'il faut que ça s'arrête. J'ai envoyé un message à sa maman et je n'aurais jamais dû envoyer de message à la maman parce que ça n'a fait qu'envenimer les choses, en fait. Enfin, en fait, c'est Lola qui manipule tout le monde, c'est Lola la menteuse. Lola, elle aurait frappé une fille de sa classe et cette fille ne voudrait plus venir en classe à cause de ça. Donc, en fait, elle retourne tout. En fait, tout ce qu'elle fait subir à Lola, elle le retourne de l'autre côté. Et en fait, le lendemain, c'est monté encore crescendo la violence, quoi. Donc, moi, j'ai envoyé à l'issue de ça un message au prof principal de Lola en disant bah il paraît que c'est Lola qui la harceleuse entre guillemets hein, et là il me répond mais que de toute façon il a entendu d'autres enfants, qu'il a d'autres témoignages, des personnes qui n'ont aucune raison de prendre parti pour Lola et qui disent exactement la même chose que Lola, donc ayez confiance en Lola, il n'y a pas de enfin voilà, lui elle sait où est la vérité. Ouais. On est invité à venir rencontrer le CPE enfin le 1er juillet. Il s'engage à minima à appeler la maman pour que Lola au mois de septembre puisse passer une rentrée sereine. Donc là, justement, tu t'arrives donc au mois de septembre. Comment ça se passe quand tu fais ta rentrée en cinquième? Du coup, c'est ça? Elle s'acharne sur moi, comme maman l'a dit, elle s'acharne. Donc le vendredi soir, j'envoie un message au CPE en lui disant que bah voilà, que elle avait été encore victime, que s'il avait reçu les parents et la fille, bah, apparemment le message n'était pas passé. Et c'est là que j'apprends qu'en fait, il a reçu la fille, mais il n'a pas reçu les parents. Alors que nous, il s'était engagé à au moins prévenir les parents par téléphone. Et donc, il m'explique que les parents vont être convoqués le lendemain. Et donc on m'explique que donc voilà, qu'ils ont été très stricts dans leur voilà, qu'il faut pas que ça continue, que Lola était victime de harcèlement, hein, ils me l'ont bien dit, et que ils vont être très très vigilants et tout ça. Et donc moi je pose la question, et la sanction alors? Qu'est-ce qu'elles vont avoir? Est-ce qu'elles vont être sanctionnées? Ah ben non, parce qu'on ne peut pas punir une enfant à 2 jours de la rentrée scolaire. Je lui dis, mais attendez, il y a quand même toute l'antériorité, tout ce qui s'est passé l'année dernière et tout ça. Oui, mais c'est une nouvelle année scolaire, donc on redémarre sur une page blanche, ça reste des enfants, ils ont le droit à l'erreur, d'une année sur l'autre, ils peuvent grandir. C'est pour ça que on pensait que l'été allait les faire mûrir et que ça se serait arrêté en fait à la rentrée. Voilà, donc voilà les propos qui me sont tenus. Donc là, je vais voir le maître encore 2-3 fois pour déjà les coups de la part de 2 frères jumeaux, dont un qui était très virulent, avec un qui était très connu pour ses problématiques au niveau de l'établissement. Hein. Puis je vous répète mot pour mot la phrase de son maître. Ah, vous savez, madame, ils se bouffent entre eux. J'interpellais également une maman voisine, une jeune maman voisine, je l'alerte, voilà, s'il te plaît, tu fais attention, ton fils, ah oui, 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 ah tu vois, arrête, tu te tapes Enzo. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'est-ce qu'elle me dit au bout de la 3e fois? Ah, mais j'en ai marre, ah, mais laisse faire ton fils, t'es trop derrière lui, laisse-le faire son caractère. Et cette colère m'a poussé à déclencher ce protocole, ce fameux protocole stop harcèlement. Et là, ça n'avait pas plu au directeur, ça n'avait pas plu au maître que j'ai vu le matin même et sur qui on tape
forcément sur la victime. La victime qui n'a pas les codes d'intégration sociale. Et c'est ce que me disait son maître de CE2 lors de cette fameuse réunion du 24 janvier devant la référente psychologue de l'académie. Mais qu'est-ce qu'il entend par là, les codes d'intégration sociale? Il me semble que nous avons les codes. J'ai donné à mes enfants les valeurs, les codes d'intégration qu'il faut. J'avais beau alerter la maman, j'avais beau alerter la direction, j'avais beau en parler, on avait beau avoir cette réunion, rien n'y fait. Et entre-temps, j'ai rencontré l'inspecteur de circonscription qui venait pour justement une dérogation parce que en janvier, je voulais changer d'école à mon fils. C'était la seule alternative qui me restait pour le sauver de cet enfer, hein. Et là, donc, il intervient. Je lui montre les photos à nouveau. À peine s'il me les met de côté, je lui montre le mot qui a été apposé sur le cahier de liaison de mon fils. À peine s'il me laisse le temps de lire tout le mot, il me le met de côté. Et là, il ose me définir la notion du harcèlement. Vous savez, madame, la définition du harcèlement dans l'éducation est reconnue, nanana, nanana. Mais je lui dis, monsieur l'inspecteur, je connais la définition du harcèlement. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je me penche là-dessus. Et mon fils est bel et bien harcelé. Et je vois des regards qui se jettent entre eux. Parce que tout de suite, le maître qui reprend la parole et me dit, vous savez, madame, votre fils, Enzo, n'accepte pas l'adversité. Mais qu'est-ce qu'il entend encore une fois par l'adversité? Une fois, il n'a pas les codes d'intégration sociale et une fois, il n'accepte pas l'adversité. Il y a quelqu'un qui m'a bousculé. Qui m'a bousculé en avant, je suis tombé, je me suis relevé, je me suis retourné et j'ai poussé. Et cette personne qui n'a pas du tout apprécié m'a insulté de tous les noms, m'a menacé que à la sortie du collège, il me fera la peau, que j'étais un homme mort. Il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il avait une arme, mais il y a quelqu'un qui avait un couteau. Ça m'a fait très très peur. Il m'a pris contre le mur et il m'a étranglé. J'ai craqué et je suis allé directement dans le bureau de la CPE en expliquant le problème. Elle a demandé à un surveillant d'appeler l'élève concerné. Elle lui a dit de sortir ses affaires de son sac et de ses poches. Il a fait semblant de sortir les objets de ses poches, sauf que la CPE a vu un objet dans sa poche qu'elle n'a pas sorti et elle a pris et c'était un couteau Pinel. Ils m'ont téléphoné pour me dire venez vite venir chercher Théo. J'ai expliqué qu'est-ce qui se passe. Non, on vous expliquera, on vous expliquera. Quand je suis arrivée au collège, j'ai vu Théo qui s'effondrait totalement. La CPE m'a fait rentrer dans le bureau et elle m'a dit écoutez, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'effectivement, le gamin avait un couteau. Donc, elle m'a expliqué toute la scène. Théo est venu, il était dans un état épouvantable. Et après, elle me dit, oui, voilà, le camarade de Théo. J'ai dit, camarade? J'ai dit, non, il faut remettre les choses au point. Elle me dit, écoutez, voilà, j'ai fouillé et effectivement, il avait un couteau. Donc, je lui ai dit, d'accord. Et là, vous comptez faire quoi? Surtout qu'en plus, Théo a quand même été traumatisé parce que c'est arrivé le même truc à mon mari. Il a reçu un coup de couteau, donc il y a quand même un certain traumatisme. Et là, elle m'a dit, bon, écoutez, je vous conseille de garder Théo avec vous cet après-midi. Mais de toute façon, je vais pas le remettre, hein. L'autre élève devrait passer en conseil de discipline. La principale qui me téléphone pour me dire qu'il y a eu un problème avec Théo. Et moi, je voulais qu'elle dise ce qui s'était passé. Elle m'a dit, c'est un petit problème, mais rien de méchant. Donc là, je me suis mis en colère en disant, pardon, un couteau dans un collège, il n'y a rien de méchant? On menace mon fils de mort. Le jeune homme, il a un couteau, c'est rien de méchant. Donc, quand c'est méchant, c'est quoi? C'est une fois qu'il est mort. Et là, on a décidé, avec l'accord de Théo, d'aller déposer plainte. On retire pas Théo de suite du collège parce qu'on a l'espoir que le problème s'arrange. Mais j'avais prévenu, attention, s'il y a des conséquences. Et ils m'ont répondu, vous inquiétez pas, on surveillera Théo. Donc, il retourne le mardi, se passe bien pendant 3 jours, jusqu'au jeudi, où là, Théo se fait à nouveau menacer. Et ses amis sont venus vers moi en me disant que lundi, j'étais un homme mort, parce que cet élève,
il était pas exclu. De là, je contacte la CPE en expliquant ce qui se passe. Ils me disent qu'ils prennent en compte, qu'ils vont régler le problème. On ne le renvoie pas au collège. Elle me rassure que l'élève est toujours exclu en attendant de passer, voilà, qu'il n'est pas encore passé. en attendant de passer en conseil de discipline. Il est exclu pour le moment. Donc, on renvoie le lundi Théo au collège. Malheureusement, le mardi, là, il se fait attraper par un autre jeune homme qui l'étrangle à 2 reprises dans le collège. En me disant que, soi-disant, j'ai jamais été harcelé, que je suis un menteur. C'est la CPE qui l'a proposé à Théo si Théo voulait que son agresseur soit sanctionné ou pas. Devant l'agresseur. Et devant l'agresseur. Donc Théo, peur des représailles, il a préféré dire non, je ne ferai même pas qu'il soit sanctionné. Je décide de le garder jusqu'à la fin de la semaine avec nous, Théo. On prend les rendez-vous avec la principale. À ma demande, il est suivi par la psychologue du collège, où Théo se livre et dit qu'il a pensé à mettre fin à ses jours. Hein. C'est elle qui nous dit que Théo il est en train de faire une phobie scolaire. Donc, on prend rendez-vous avec la principale pour demander qu'est-ce qu'elle comptait mettre en place pour que Théo se sente en sécurité dans le collège. Le jour du rendez-vous, elle nous dit tout simplement, comprenez très bien que votre fils, on ne peut pas le mettre dans du coton. J'ai préféré couper court à la conversation, sachant que l'entretien s'est passé porte ouverte et les allées-venues dans le bureau. Donc pour moi, ce n'était pas un rendez-vous. On a décidé avec ma femme de ne plus remettre Théo au collège. Avec le conseil de la psychologue du collège, on a pris rendez-vous à une pédopsychiatre qui est toujours suivie à l'heure actuelle. Et en novembre, la pédopsychiatre nous a fait le certificat pour faire la scolarité à la maison. Les parents de Théo vont également contacter les Lag Spirits, une association de bikers qui se mobilise très souvent pour les enfants harcelés. Et il m'avait promis qu'il allait venir un jour et au final il est vraiment venu. C'est touchant de voir l'effet qu'on peut faire. Quoi. Et l'ironie du sort, c'est que, quelques temps plus tard, un autre article sera fait sur le collège qui affirme qu'il lutte contre le harcèlement scolaire toute l'année. Et quand j'en ai fait part à la direction, on m'a dit que ça ne me regardait pas, que je n'avais pas à intervenir et à demander à ce qui se passait au sein des établissements. Mais je lui ai quand même expliqué que c'est ma fille qui était victime, qui était la première concernée par ce qui se passait, que c'était quand même improbable et inimaginable de faire témoigner une victime devant l'auteur de ses bourreaux, quoi, mine de rien. Et là, on a commencé à me dire que j'étais une maman un petit peu agressive, que j'étais une maman un petit peu vindicative, que j'étais une maman qui voulait tout contrôler au sein de l'éducation nationale et que je n'avais pas, que ce n'était pas mon rôle. Donc en gros, l'excuse, la raison en gros qu'ils t'ont invoqué pour t'expliquer pourquoi ils avaient fait ça, c'est on fait ce qu'on veut. Ah Entre oui, mais autres. c'est clairement ça. Puisque ma fille, après, dans la semaine, a été convoquée. Pareil, elle rentre un jour à midi, elle est dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe, ma biche? Maman, j'ai été convoquée. Ah bon, ben, j'ai été convoquée par Madame la proviseure et par la FCPE. D'accord. Et pourquoi tu as été convoquée? Eh ben, elles m'ont posé que des questions sur Kylian, celui qui menait le groupe, on va dire, celui par qui le harcèlement a vraiment pris de l'ampleur. Et je lui fais, mais eh ben, qu'est-ce qu'il me disait? Qu'est-ce qu'il faisait? Et pourquoi? Et pourquoi c'était à moi qui s'en prenait? Je lui fais, mais qu'est-ce que tu as dit? Ben, elle m'a dit, je savais pas quoi répondre, je savais pas quoi répondre. Puis je disais oui, oui, oui à tout ce qu'elle me disait, tu vois. J'ai appelé la proviseure. Je lui ai demandé comment ça se fait que ma fille avait été entendue, enfin, avait été convoquée dans son bureau avec la FCPE sans que j'en sois informée et sans mon accord. Et là, elle me dit, mais Madame Dupont, on fait ce qu'on veut au sein de notre établissement. Vous n'avez rien à dire. Et effectivement, quand on se renseigne, ils ont le droit de convoquer un élève sans en avertir les parents. Mais je me dis, c'est quand même dans des circonstances assez particulières. Elle est victime de harcèlement. Si tu diriges les questions dans un certain sens, tu vas lui faire dire ce que tu as envie. Et c'est de là, au cours de cette discussion téléphonique, que j'apprends que ma fille est aussi convoquée l'après-midi et qu'elle va rencontrer l'assistante sociale et aussi le médecin scolaire. Elle m'a dit, mais ça a été 2 flics. Elle m'a dit clairement, ça a été 2 chiens qui m'ont posé rien que des questions sur Kylian, 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 Kylian. C'est tout. Elles n'ont pas voulu savoir ce que moi je subissais. Elles ont voulu juste savoir ce que Kylian avait fait.
Mais c'est qu'après, quand tu cherches et que tu comprends et que moi, tout ça, c'est qu'ils étaient en train de préparer, en fait, le conseil de discipline de cet enfant-là. Du coup, on l'a changé pour le CM2, on l'a changé de RPI. Donc, il est retourné dans le premier RPI, donc avec tous ceux qui l'ont déjà embêté dans un premier temps. Mais à force de faire toutes les écoles, voilà, hein, on tourne en rond. Hein. On a été convoqué 2 fois à l'académie, on a essayé de discuter avec le directeur d'académie, qui nous promettait qu'il allait essayer de faire des choses, etc. Et en fait, il se passait strictement rien. Au collège, début de 6e, cette année, arrive le sport où là, a priori, après du sport, on va prendre une douche. Et là, t'es qu'un PD, t'es un gros dégueulasse parce que tu te douches tout nu, etc. Donc, j'interpelle le prof de sport en lui disant, je crois qu'on a un souci. Maxence se fait insulter dans les douches. Ils ont jusqu'à lui déchirer son sac de sport. Oui, ils lui ont arraché son sac de sport, ils lui ont piqué ses baskets. Et il me dit, oui, vous comprenez, les autres ne se douchent pas. Je lui dis, et alors, c'est pas parce que les autres sont sales que tout le monde doit être sale. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une tentative d'enlèvement dans notre commune. Le harceleur principal de Maxence, qui n'arrivait plus à l'atteindre, est allé faire transpirer sur tous les réseaux et au collège même que c'était mon mari. Ça a pris des proportions qui ont atteint, déjà ça a atteignait la famille, parce que voir Maxence pas bien, ça atteint la famille entière. Mais là, c'était grave. Alors, on a déposé plainte. La gendarmerie nous a quand même dit qu'ils étaient bien heureux qu'on vienne les voir, parce que de toute façon, il était prévu qu'ils viennent cueillir mon mari. Donc, devant les enfants à la maison, ça aurait été sympa. Et là, on est entendu et réentendu, perquisition à la maison pour savoir... pour faire des photos des véhicules, regarder s'il n'y avait pas d'armes à la maison, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, et puis savoir, nous on justifie ce qu'on faisait ce jour-là à telle heure. Et coup de chance, ça, comme ils sont tous sympas dans le coin, j'ai mis des caméras à la maison. Et qui prennent des photos par mouvement. Que j'étais bien à la maison ce jour-là, ma femme faisait bien les courses avec le véhicule à l'autre bout de la ville, et en la faisant un peu courte, on prévient quand même le collège, parce que moi je dépose plainte aussi contre le collège, parce que c'est des bruits qui ont couru au collège. Qui ont démarré au collège. Et donc je leur ai dit non, là il y a un défaut, il faut que vous puissiez faire quelque chose. Ah mais nous, ils ont décidé de rien faire. Donc de ne pas réprimander ce petit garçon qui raconte des bêtises à tout va. Voilà. Et juste pour m'entendre dire 3-4 jours après que de toute façon, je m'occupais mal de mes enfants et que j'étais un mauvais père, ça par la directrice du collège. En fait, l'établissement nous a laissé entendre que les enfants qui étaient concernés allaient être convoqués. Nous, on a découvert beaucoup plus tard que d'une, ça n'avait pas été le cas et que les parents n'avaient jamais été avisés des problématiques qui avaient été rencontrées, que ce soit lors de cette journée ou de manière globale sur la durée. On a décidé de faire confiance à l'établissement également parce que Ivana ne souhaitait pas qu'on aille à la confrontation et que ça devienne problématique aussi pour elle. C'est pour ça qu'on était resté en retrait aussi et qu'on n'a pas fait de démarche autre parce qu'effectivement, on attendait que l'établissement prenne ses responsabilités. Pour nous, c'était la moindre des choses. Venant d'un établissement scolaire, peut-être un collège, pour nous, ça paraissait évident que la direction allait convoquer ou du moins prévenir les parents. Moi, ça m'a été dit verbalement lors de mon rendez-vous avec la directrice, le jour où on a décidé de changer d'établissement. Et force a été de constater par la suite que lorsqu'on a contacté les parents des gamins nous-mêmes, alors sur les 4 garçons, en l'occurrence, qui constituaient ce noyau dur d'élèves harceleurs, 2 étaient dans la classe d'Ivana depuis quasiment la maternelle primaire. Donc ils se connaissaient depuis longtemps. Ça se passait très bien jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce moment-là. Et donc par conséquent, comme c'était des gens de commune, on a été les voir. J'ai été voir je suis tombé sur la des mamans, j'ai discuté. Bien sûr, elles sont tombées des nues, hein, comme beaucoup dans ces cas-là, les parents ne sont pas du tout au courant de ça. Et Ivana, en parallèle, m'avait demandé de ne pas donner suite, alors que moi, mon but c'était quand même de déposer plainte et de porter l'affaire devant le tribunal. Tout ce que la directrice m'avait annoncé lors de notre rendez-vous, rien, absolument rien n'a été fait. Aucun des professeurs n'était au courant. D'ailleurs, les professeurs, on leur a envoyé un message chacun
via l'ENT, enfin pas l'ENT, si par l'ENT, pardon, pour leur expliquer pourquoi Ivana a changé d'établissement subitement. Sur la totalité des profs qu'elle avait, je pense une dizaine, il y a que 2 qui nous ont répondu. En fait, on m'a dit que Nathaël sortait des propos péjoratifs. Donc de là, j'ai appelé tout de suite Stop Harcèlement. Ils m'ont certifié comme quoi que c'était du harcèlement scolaire. Je pouvais le crier haut et fort. Donc j'ai redemandé un rendez-vous avec la CPE et le directeur. Le directeur, bah, il n'a pas pu me recevoir, donc c'est la CPE. La CPE m'a dit que j'ai allé fort en propos, que c'était pas du harcèlement, que c'était de l'intimidation. Donc bah, j'ai dit non, c'est du harcèlement. Tous les jours, il se fait frapper. Il veut pas venir à l'école. Vous me rappelez comme quoi qu'il faut aller le rechercher tout le temps, en fait. C'était rare qu'il allait une journée complète à l'école. Elle m'a dit que, bah oui, effectivement, il y avait un problème avec Raphaël. C'était un enfant surchargé. Il y avait de gros problèmes, un gros suivi. Donc, c'était pas la peine d'en rajouter sur lui, en fait. Pour elle, c'était justifié ce qu'il faisait, en fait, son comportement. Donc, on a été porté plainte. Nathaël a été convoquée par la psychologue, par l'infirmière du collège, pour lui demander ce qui se passait. Et quand il disait qu'il était frappé, on lui demandait si c'était des coups de poing ou des claques. Ou des coups de pied. Ou des coups de pied. Il a dit des coups de pied. Ouais, des On coups m'a de pied. dit, est-ce que tu es sûr que c'est des coups de pied? Je reconnais un pied et une main. Hein. Ben, en fait, on n'a pas eu trop le choix de changer d'école. Parce qu'après, ça venait sur les réseaux sociaux. Parce que ses potes ont Snapchat. Ouais. Moi, je l'ai pas, Snapchat. Et pareil, bah, mon meilleur ami, il m'a envoyé un screenshot d'une conversation Snapchat de la classe où il parlait de moi en mal. Donc la TPE nous a dit que effectivement, elle avait bien vu Raphaël en transe, qu'il y avait un problème, qu'ils ont eu du mal à le calmer, qui en voulait à Nathaël, quoi. J'ai dit c'est bon, quoi, il peut pas repartir là, quoi. En fait, le principal nous a dit qu'ils n'avaient pas de solution à nous donner. Si, ils ont proposé quelque chose, des ateliers avec d'autres élèves. Ouais, voilà. Mais dans ces élèves, il y avait... Alors, si le harcèlement scolaire a majoritairement lieu entre pairs, c'est-à-dire entre élèves, il arrive que ces situations aient également lieu entre élèves et professeurs. Alors attention, tout de suite, un disclaimer très important. Notre objectif, évidemment, à travers cette étape de l'enquête, n'est pas de dire que tous les professeurs de l'éducation nationale en France harcèlent leurs élèves. Ce n'est pas du tout notre objectif, et la vérité c'est que c'est effectivement une minorité. Mais ce n'est pas parce que c'est une minorité, il ne faut pas en parler, et ça justement vous allez voir que nos victimes, elles l'expliquent. En CM1, il a eu une maîtresse, déjà première réunion avec elle, parent-prof, enfin parent-maîtresse, je lui en parle, je lui dis qu'il a un ordylexie, tout ça, elle me dit oui, je gère, bon d'accord. Rentrée scolaire, la première chose qu'elle met dans le carnet de notes, c'est le cordon de l'ordylexie est dangereux pour tous les autres élèves. Donc Aiden me dit, mais maman, t'as vu, c'est dangereux pour les autres élèves, est-ce que il faut que je... Dangereux quoi? Il traversait la salle de classe, donc on aurait pu tomber, on aurait pu, je sais pas. Ça a commencé comme ça. Après, je lui dis qu'il est dyspraxique visio-spatial, c'est-à-dire que c'est la vision qui gêne, donc il faut pas qu'il soit trop loin du tableau non plus. J'ai pris rendez-vous avec cette maîtresse. Alors en fait, ce qui s'est passé, le déclencheur, c'est que mon fils est rentré de l'école, il m'a dit, maman, je veux plus mon ordylexie, je veux retrouver tous mes cahiers. Et là, je lui ai fait pardon. Et en fait, j'ai pris rendez-vous avec cette maîtresse. Je lui ai dit que mon fils voulait réécrire. Et là, elle me dit droit dans les yeux, ah bah je l'ai forcé à réécrire. Donc du coup, maintenant, il aime l'écriture. Mais je lui ai dit que c'était pas une question d'aimer l'écriture ou pas. C'était une question pour son avenir parce qu'il est dyspraxique. Et en fait, en classe, ça faisait tout pour qu'il réécrive et qu'il réécrive. Le problème, c'est que ça fatigue cognitivement et que... Elle m'a dit aussi que mon enfant était feignant, pas bien organisé. C'est ce qu'elle m'a balancé comme ça en pleine figure. Mais il faut savoir qu'avec son ordinateur, pour finir, elle l'avait mis au fond de la classe, tout seul, donc sans élèves. Comme ça, il gênait personne. Et socialement, bah du coup, il était un peu à part. Son isolement a été entraîné par la maîtresse, vraiment social au sein de la classe. Oui, cette maîtresse-là, en fait, a fait tout pour que les autres élèves voient mon enfant un peu différemment.
Alors que nous, on voulait justement, c'est pas parce qu'il était en ordylexie qu'il était différent. Et cette maîtresse-là l'a entraîné dans un isolement, en fait, vraiment social pour dire il est différent, il est au fond de la classe, et tous les élèves le voyaient différemment. Parce que quand Hayden a pris la décision de reprendre tous ses cahiers, de dire je ne veux plus mon ordylexie, toute la classe a applaudi, en fait. Donc on a bien vu que c'était vraiment pas pris du tout en compte. Il y avait dans ma classe un élève qui avait le même prénom que moi et qui avait un an de moins que moi parce qu'il avait sauté une classe. Et à chaque occasion que cette prof avait, que cette institutrice avait, elle en profitait pour me rabaisser par rapport à l'autre élève qui avait le même prénom que moi. C'était des trucs du genre machin suivi de la première lettre du nom de famille et premier de la classe. Dans les exercices au tableau, c'était des phrases dans ce genre-là. Ensuite, c'était machin suivi de mon nom de famille et seul dans un coin de la classe. Je sais plus si ça a duré 3 ou 6 mois avant que les inspecteurs et les ASEM de la classe disent à ma mère qu'il fallait me changer d'école. Ce qui se passait, c'est que, et c'est un des seuls souvenirs dont je me souviens très bien, c'est que on parlait trop avec un de mes amis. Du coup, elle nous avait demandé, notre punition, c'était de faire le tour de son bureau, mais sans qu'elle nous voie. Sinon, on devait continuer de le faire. À un moment, il y a eu un inspecteur et des ASEM qui ont dit à ma mère qu'il fallait me changer de classe. Et que c'est à peu près à ces mêmes moments-là que les ASEM disaient à ma mère elle a pris ton fils en grippe, faut le changer d'école. Et on avait des fois des exercices où il fallait coller des mots à tel endroit dans une phrase, etc. Et donc tout le monde levait la main pour ouvrir son pot, etc. Moi, je l'ai levé dès le départ jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce que j'en ai marre parce qu'elle a ouvert à tout le monde, sauf à moi, elle me passait tout le temps à côté. Et l'institutrice est par la suite venue vers moi, a pris la feuille, l'a soulevée et l'a tournée pour voir si c'était collé. Et m'a juste dit, comme d'habitude, tu fais jamais rien. Globalement, j'étais juste un élève qui restait dans son coin, qui avait 1 ou 2 amis avec qui il passait du temps, et puis ça s'arrêtait là. J'étais pas perturbateur, et globalement, les 2 enfants et mes frères et sœurs qui ont aussi eu la prof m'ont clairement dit que cette prof a toujours eu un problème avec les élèves timides, que chaque année elle prenait un élève différent en groupe, et que souvent ça tombait sur les... Alors, sur la dernière histoire que vous venez d'entendre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette institutrice, elle a été condamnée récemment pour maltraitance. Comme quoi, visiblement, elle n'a pas fait qu'une seule victime, malheureusement. Bon, alors après tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est finalement, on pourra pas faire pire. Eh bien si. Coralie, la mère de Leroy, eh bien elle a même fait l'objet d'une enquête sociale parce qu'elle a osé dénoncer le harcèlement scolaire de son fils. C'est une histoire totalement ahurissante, mais véritablement, comme toutes les histoires que vous avez entendues, mais celle-ci est particulièrement violente de par ce que cette mère a dû endurer. C'est-à-dire qu'elle s'est battue sur 2 fronts. À la fois pour son fils, pour le sortir de cette spirale infernale du harcèlement scolaire, et contre l'institution qui voulait aussi la faire taire. C'est quelque chose de totalement... C'est vraiment à l'entrée de la 6e que là, tout a dérapé en fait. C'est des insultes plus douloureux et il me frappait beaucoup aussi. Il me traitait de sale fils d'attardé mental et quasiment tout ce qu'on peut trouver dans les insultes. Et donc, dès la rentrée, voilà, il me dit, il recommence à m'insulter, tout ça. Donc, il me dit, c'est dès le matin dans le bus, quoi. Ils prennent le bus ensemble et il me dit, c'est tout de suite, dès le matin. Je suis mise tout de suite au courant et puis après, je suis aussi mise au courant par le collège rapidement parce que mon fils est isolé, mon fils... ils voient ce qu'ils subissent. Donc, je suis quand même appelée, on va dire, au départ, 1 fois par semaine environ, par la CPE qui me dit, c'est pas facile pour votre enfant, il subit ça, il subit des insultes. Elle est même bienveillante, en fait. Elle me dit, vous inquiétez pas, on a Leroy à l'œil, on le surveille, parce que c'est vrai qu'il s'isole beaucoup, du coup, qu'il reçoit beaucoup d'insultes. Vous inquiétez pas. On gère de notre côté. Une CPE qu'elle est au courant, mais je veux dire, quand une CPE apprend qu'un élève est constamment insulté, elle doit faire quelque chose quand même. Qu'est-ce qui est fait justement à ce moment-là au départ? Elle me dit qu'elle a déjà convoqué les parents, mais que les parents n'entendent rien. Donc elle me dit que en fait ils font des rapports d'incidents à chaque fois qu'il y a un incident avec Leroy. Donc en fait mon fils passe presque
tout son temps dans son bureau, en fait, à lui dire ce qu'il subit. Hein. C'est qu'elle nous explique même que ses enfants, à elle, ont subi du harcèlement scolaire et qui, aujourd'hui, presque majeurs, suivent encore des thérapies. Déjà, il faut quand même préciser que l'année de 6e, c'est l'année du Covid et que quelques semaines avant la déclaration du confinement, mon fils subit un incident avec un bâton. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on attendait que le professeur vienne nous chercher, il avait pris un bâton et l'avait taillé en pointe avec un couteau qu'il avait pris, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était un couteau. Et il me l'a mis sur la gorge en disant qu'il allait me tuer. J'ai été voir effectivement la CPE qui m'a dit qu'elle allait convoquer cet élève. Donc elle m'appelle tout de suite en me disant ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle l'avait convoqué, mais que dès qu'il était ressorti du bureau, c'est comme s'il n'y avait rien eu. 2 semaines après, confinement, entre guillemets, la 6e s'arrête. Rien à signaler, madame, du coup, sur cette période, à part une période de tranquillité absolue pour vous? Tranquillité, oui. Après, quand effectivement je passais dans le village en voiture ou quoi, j'avais quand même, s'ils étaient au bord de la route, des insultes ou des doigts d'honneur. Mais j'ai des insultes, des doigts d'honneur de la part de l'élève en question, de son petit frère. Voilà. Mais du coup, mon fils, je ne l'autorisais plus à aller faire du vélo ou quoi que ce soit dans le village, quoi. Je ne voulais pas qu'il se retrouve nez à nez avec. Donc quand tu rentres en 5e du coup à la rentrée, ça reprend de plus belle? Dès le début. Là, en fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais de coups, si je peux dire, visibles. Mais dès le 3-4e jour de la rentrée, en fait, il commence à rentrer avec des hématomes. Je prends mon enfant, je vais aux urgences, constater les premiers hématomes qu'il a. Et ceci s'ensuivra presque tous les 2 jours, où je dois passer par les urgences, attendre des heures pour que mon enfant soit vu. Il y a une réunion qui est faite en début d'année due aux troubles de mon enfant pour le PAP. Donc, il y a la prof principale, la ESH, il y a tout le monde qui est là. Et donc, la prof principale dit qu'effectivement, elle a eu vent de ce qui s'était passé l'année dernière, que cette année, ils vont être vigilants. Elle va envoyer un mail à tous les profs en expliquant qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient à proximité les deux, donc les éloigner le plus possible dans la classe et être vigilants et au moindre incident, faire un rapport. Et je leur dis par contre que les prochains coups, je ne pourrais pas fermer les yeux. Donc, elle m'incite, elle me dit, si vraiment ça va trop loin, déposez plainte. J'ai demandé un conseil de discipline avec une exclusion parce que je ne voulais pas que mon enfant, ce soit à lui de partir. On me dit que pour un conseil de discipline, il faut avoir un dossier solide. D'où, en fait, les rapports d'incidents qui sont faits à chaque fois. Moi, je leur demande en parallèle aussi un changement de classe. On m'explique qu'on ne peut pas parce qu'à cause de la langue vivante, les classes sont faites en fonction de la langue vivante numéro 1, la langue vivante numéro 2, donc ils ne peuvent pas changer les classes. Et tout. Je leur fais toujours confiance parce qu'en plus, elle me dit si ça va trop loin, portez plainte. Donc je me dis, elle est quand même de bonne foi en fait. Donc pour l'instant, je leur fais confiance. Selon Coralie, le principal du collège ira même jusqu'à alerter les services de gendarmerie lui-même pendant l'arrêt des cars à la fin de la journée. Environ 2 semaines après la rentrée, je reçois un coup de téléphone de la gendarmerie en fait, qui m'explique que ce matin, ils étaient en train de faire un contrôle des bus devant le collège et que le chef d'établissement est venu les voir en leur expliquant que mon fils était victime de harcèlement scolaire. Donc, il me donne le nom de l'autre élève et il me dit, voilà, il subit ça apparemment de l'autre élève, il faudrait venir déposer ça. Mais alors, où va être le déclin? Eh bien, en réalité, ce dépôt de plainte va servir, entre autres, d'excuse, selon Coralie, pour le collège. À partir de cette plainte, ils indiqueront qu'ils ne pourront plus rien faire en raison de l'enquête en cours. Pour l'instant, le collège me dit qu'il gère, tout ça. Après, quand ils savent, donc moi, je ne fais rien dans leur dos. Hein. Je dépose plainte, tout ça. Je leur fais une copie, je leur explique que j'ai déposé plainte, tout ça. Vraiment, j'ai une transparence, en fait. Hein. À un moment, quand de nouveau des coups, des choses comme ça, qu'elle m'appelle et qu'elle me dit que Leroy est vraiment pas bien. Et moi, je constate à la maison que ça va de moins en moins. Je lui reparle de ce conseil de discipline. Et là, elle me dit, mais attendez, maintenant que vous avez déposé plainte, on ne peut plus faire de conseil de discipline. Donc là, je tombe une première fois des nues. Je me dis, mais vous m'avez conseillé de porter plainte et maintenant, vous me dites que vous ne pouvez plus agir au sein du collège. Et je dis, donc, qu'est-ce que vous allez faire pour mon enfant qui est en danger? Elle ne sait pas trop quoi me répondre, mais elle me dit, on va gérer.
c'est là, en fait, c'est quand elle me dit ça que je réalise que, en fait, ils m'ont incité à porter plainte et en se disant, maintenant que c'est aux mains de la justice, nous, on peut plus rien faire. Et malheureusement, ces violences dépassent les murs du collège. En effet, cet agresseur habitait dans la même commune que Leroy. Celui-ci en profitait pour l'insulter lui et sa mère. Et les parents de l'enfant agresseur étaient également violents. Un soir, je vais chercher mon fils au bus et je le vois descendre du bus avec un autre camarade et tenir cet élève. Et il me criait « Maman, fais quelque chose, dis-lui d'arrêter, j'en peux plus ». Donc je m'approche et donc sa mère qui est à la fenêtre commence à m'insulter. Le bus s'arrêtait à la fenêtre de son appartement. Et donc elle commence à m'insulter et elle descend. Les enfants faisaient du vélo, les primaires faisaient du vélo et tout. Et le matin, en amenant ma fille à l'école, ces garçons me faisaient des doigts d'honneur. Un événement que j'en ai pas tenu compte. Mais du coup, les enfants qui ont assisté à ça étaient là. Et donc là, elle me dit, ouais, mon enfant n'a rien à se reprocher, le vôtre est un attardé mental. Elle commence à m'insulter, à insulter Leroy, tout ça. Donc, bref, aucune discussion possible. Et un nouvel incident va avoir lieu entre ce garçon et Leroy. Ce qui va se passer sera la goutte qui fera déborder le vase pour Coralie. Je suis appelée par le collège, par le chef d'établissement en personne, et qui m'explique que mon fils a cassé les lunettes de cet élève et qu'il sera puni pour ça. Sûrement une exclusion de 3 jours. Donc, je lui explique, oui, vous comprenez, voilà, vous savez les tensions qu'il y a entre cet élève. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me répond comme ça, vite fait, il lui a baissé le pantalon devant tout le monde et votre enfant l'a poussé, il lui a cassé les lunettes. Et c'est mon fils qui allait être puni. Donc, j'essaye de le raisonner, de lui dire, mais attendez, il lui baisse le pantalon devant tout le monde, il l'humilie et c'est le mien qui va être puni. Et il me dit, oui, ça peut pas continuer. Hier, il lui a déjà déchiré le pull. J'ai dit, oui, je suis au courant. Il était avec un de ses camarades. Enzo est venu les embêter, il l'a juste poussé et effectivement, son doigt est resté coincé dans le pull. Donc je dis, mais quand il est venu vous voir, vous n'avez rien fait. Je sais pas, dans ma tête, ça fait qu'un tour et je me dis stop. Je dis stop, là c'est tout, c'est stop, j'en peux plus. J'ai dit, mon fils, je le surprends en train de dire à son frère que heureusement qu'il est là, sinon il serait plus là, lui. Donc j'ai dit, maintenant, Face aux violences répétées que subit Leroy, Coralie, elle décide de prendre les choses en main. Elle contacte plusieurs mères de famille dont elle a le soutien et écrit une lettre au procureur de la République. Elle contacte également la presse locale et organise une manifestation en la déclarant à la préfecture devant le collège. Et ça, vous allez voir, ça va donner une bonne raison à la direction de ce même collège de faire un mea culpa pour se retourner contre elle. Voilà, je contacte tout le monde et rapidement, là, j'ai des SMS qui arrivent de maman. Oui, je vous confirme que, effectivement, il nous pose problème, que Leroy se fait victimiser. Ils essayent de le défendre, mais à chaque fois, ils se font punir. On n'en peut plus de cet enfant. Il y a même, j'apprends par la suite qu'il y a même une maman qui a fait un mail à la mairie de notre village parce qu'eux aussi ont des problèmes avec cet enfant, qui demandent à la mairie de trouver une solution, qu'ils n'en peuvent plus. Enfin, voilà, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas toute seule. Je dépose une autorisation de manifestation auprès de la préfecture. Je fais un appel à la manifestation auprès de Motard. Je mets mon histoire sur les réseaux sociaux. Donc, jamais je précise de prénom. Voilà. On n'est pas là non plus pour faire le procès de l'enfant. Hein. Donc, voilà, je fais tout ça, en fait. Ça fait boule de neige. Il y a une presse qui me contacte en fait rapidement, qui sort un article dans la foulée. Mon article sort un vendredi soir à 19h et je suis samedi matin, je suis sous 400 messages, des soutiens de partout dans le monde. J'apprends qu'en fait, je ne suis pas la seule à subir ça. Il faut savoir qu'une fois que l'article sort dans le journal, ils font intervenir une équipe mobile de sécurité au sein du collège. Donc que je ne verrai qu'une fois, puisque quand ils apprennent que je vais manifester, tous les rendez-vous sont annulés. Donc en fait, ils attendent que j'ai envoyé tout à la presse, que j'ai tout retourné pour dire « Ah mais attendez, on est intervenu, on a fait intervenir une équipe mobile de sécurité. » Oui, mais c'est une fois que j'ai fait tout ça. Avant, si je n'avais pas envoyé à la presse, si la presse ne s'était pas mêlée de tout ça, il n'y avait rien qui n'avait été fait. La manifestation est un jeudi, et puis le lundi matin, je reçois un coup de téléphone de l'inspection académique qui demande à me voir à 17h30. Mais je me dis, en fait, avec tout ce qui m'arrive, tout ça, les preuves, les témoignages de parents et tout, ça peut être que bénéfique pour nous. Ils vont nous trouver une solution. Et en fait, pas du tout.
Pas du tout. J'arrive, je trouve une inspectrice hautaine, très hautaine. En fait, elle, c'est Dieu et moi, je suis plus bas que terre. Elle me le fait tout de suite comprendre. Elle remet tout en question. Les certificats médicaux qui ont été faits à l'encontre de mon enfant, puisque le 18 novembre, il est totalement mis en arrêt maladie. Il craque totalement. Il trouve que c'est une injustice ce qui vient de se produire. Là, il pleure. Il veut mettre fin à ses jours. Enfin, voilà, je retrouve vraiment... Et donc, elle remet tout ça en cause. Elle me dit que c'est moi qui veut faire des histoires, qu'il n'y a pas de harcèlement scolaire, que Leroy va très bien, que c'est moi qui affabule, que de toute façon, j'aime bien faire les histoires parce que j'avais déjà fait des histoires pour le TDAH de mon enfant. Enfin, voilà, elle me discrédite de tous les bouts. Et du coup, je comprends qu'en fait, elle n'est pas là pour m'aider, qu'elle est là pour m'intimider. Et donc, on se lève et on part. Et avant de quitter la pièce, elle me dit juste « Vous comptez maintenir la manifestation de jeudi ?» Et je lui dis « Bien évidemment que oui. » Et donc, je sors du bureau et 15 minutes après ma sortie, un courrier du chef d'établissement est envoyé à tous les parents du collège en expliquant qu'ils avaient sûrement lu un article sur la presse et qu'il n'y avait pas de harcèlement scolaire, c'est moi qui affabulais, que j'avais une dent contre l'académie. Ce document, nous l'avons et voici ce qu'il dit. Chers parents, vous avez peut-être lu ce week-end un article du site de France 3 Alsace qui met en cause le collège de dans une prétendue situation de harcèlement. Je vous informe qu'une évaluation approfondie a été menée par les professionnels de la plateforme Non au harcèlement. La situation n'est en aucun cas une situation de harcèlement scolaire. Notre action en faveur de tous les élèves s'appuie sur le droit et non pas des allégations mensongères et des propos déformés. J'espère que ces éléments sont de nature à vous éclairer et rétablir la vérité sur ce que vous avez pu lire ou entendre. Nous le rappelons, ce courrier a été envoyé à l'ensemble des parents du collège. Assez hypocrite, mais bon, on commence à avoir l'habitude depuis le début de cette enquête. Mais l'institution scolaire, l'établissement, va aller encore plus loin. Coralie V. Du coup, mon histoire circule sur les réseaux sociaux. Ma manifestation et mon discours est repris par énormément de groupes Facebook. Début janvier, je reçois une convocation comme quoi je suis convoquée au conseil régional, que une information préoccupante a été lancée sur mes enfants. Je comprends pas tout en fait. Et donc, je reçois l'assistante sociale qui me dit que le collège a lancé donc ce qu'on appelle une FRIP, une information préoccupante, que mise en danger de mes enfants à mon domicile. Quand l'assistante sociale est là, ça s'effondre une nouvelle fois et je me dis mais c'est quoi ce cauchemar? On essaiera de me discréditer sur plein de choses. Voilà, ils expliquent donc pour la maman, s'il rentre en pleurs du collège, c'est qu'il est harcelé. Elle va même jusqu'à affirmer qu'il est en danger de mort. La parole de son fils dans son intégralité n'est pas entendue. Il semble qu'elle ne puisse retenir que ce qui fait son combat, à savoir l'exclusion par conseil de discipline d'un autre élève. Elle ne peut de ce fait qu'amplifier tous les propos de son fils pour justifier ses actes. Voilà, ils disent que systématiquement, le travail éducatif est sabordé par la maman. Il n'y a jamais rien eu, aucune action, donc j'ai rien pu savoir. Je reçois ce document, je précise que je reçois ce document une fois que la procédure est passée, que la procédure est conclue qu'il n'y a pas de mise en danger à mon domicile, donc je demande le rapport complet et je redépose plainte à la suite pour diffamation. Par la suite, elle sera évidemment totalement mise hors de cause. Alors je vous l'avais dit, l'histoire de Coralie, elle est totalement dingue comme toutes les autres histoires que vous avez pu découvrir juste avant. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touché et on y reviendra à la fin quand on fera la conclusion. Mais je trouve que c'est extrêmement représentatif de ce qu'il se passe sur la thématique du harcèlement scolaire en France. Mais véritablement, c'est quelque chose qui revient régulièrement. En fait, c'est une fusion de tout ce que les familles ont pu endurer dans une seule et même histoire, c'est-à-dire l'histoire de Coralie. Bon, que retenir après tout ça? Si pendant longtemps, parler de harcèlement scolaire au sein de l'éducation nationale dans les établissements, ça faisait tiquer, avec Gabriel Attal ces derniers mois, il est vrai qu'une libération de la parole a commencé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Qu'on soit pour ou contre la Macronie, ça, c'est pas la question. Je pense que le harcèlement scolaire est en dehors de la politique. Avant les mesures qui ont été annoncées en septembre, divers programmes avaient été mis en place, Non au harcèlement, le programme phare. Ces programmes, ils ont été aussi efficaces qu'à la rapidité où on les a oubliés et malheureusement, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu vraiment faire changer les choses. D'ailleurs, il faut le savoir, de nombreux témoignages que vous avez entendus
ont eu lieu en fait lorsque ces programmes étaient en place, notamment le programme phare. C'est l'un des programmes qui revient le plus souvent en ce qui concerne la chronologie des histoires que vous avez entendues. Alors la grille que vous voyez, c'est toutes les mesures annoncées par l'Éducation nationale au mois de septembre, 100% prévention, détection et solution. Ça claque quand même sur le papier. Beaucoup de mesures en fait, parmi lesquelles on retrouve la formation des enseignants, des cours d'empathie, un suivi systématique de la lutte contre le harcèlement. À voir si tout ça arrivera véritablement à être mis en place. Quand on sait qu'on a déjà du mal à avoir un enseignant dans chaque classe, j'émets de sérieux doutes sur l'efficacité et la réalité de ce programme. Une chose est sûre, il est déjà efficace pour notre ministre dont la cote de popularité a explosé depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale. C'est là qu'on verra si en plus d'être jeune, il est capable de joindre la parole aux actes et non de faire de la politique politicienne comme beaucoup d'autres ministres auparavant. Cependant, il y a un point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est la justice. Avant une récente loi adoptée le 2 mars 2022, les victimes qui souhaitaient déposer plainte pour un motif de harcèlement scolaire, eh bien ne pouvaient pas, tout simplement. On pouvait invoquer un motif d'harcèlement moral, d'harcèlement physique, mais pas un motif d'harcèlement scolaire au sens strict. Car celui-ci n'était tout simplement inscrit dans aucun code juridique avant mars 2022. Cette loi, elle a été portée par Erwan Balanant, député Modem, que nous avons rencontré et avec qui nous avons pu échanger sur cette loi. Alors, il y a deux choses. Déjà, avant la loi pour une école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, en 2019, c'est à ces moments-là que j'ai commencé à m'intéresser plus sur le harcèlement scolaire de façon plus précise. C'est une préoccupation que j'avais depuis longtemps, mais à partir de cette loi, je me suis dit, tiens, il y a une loi qui s'appelle École de la confiance. Qu'est-ce qu'il y a sur le sujet harcèlement scolaire dans ce texte? Et là, j'ai vu, et puis, à ma grande stupéfaction, il n'y avait rien. Et j'ai, avec mes équipes, on a étudié un petit peu le droit positif et on a constaté qu'à ce moment-là, en 2019, le mot harcèlement scolaire n'existait dans aucun des codes, que ce soit le code de l'éducation ou le code pénal. Et j'ai trouvé ça un peu assez étonnant parce que quand il y a un mot, souvent il y a un mot qui correspond. Et là, on avait cette question du harcèlement scolaire qui est prégnante, qui est forte, et on sait, on a des cas régulièrement qui étaient déjà à l'époque, qui nous étaient relevés, et ça n'existait pas ni dans le code de l'éducation, ni dans le code pénal. Donc dans un premier temps, on l'a écrit dans le code pénal, qui a été complété par la loi du 2 mars, mais qui était préexistante à partir de 2019. Et donc ça, c'est le code de l'éducation, et moi j'ai souhaité, après une réflexion assez longue, de me dire qu'il fallait que ça soit dans le code pénal. Parce que le code pénal, c'est le code de la définition des interdits dans une société, et vous avez le besoin de de mettre des lignes qu'il ne faut pas franchir dans le code pénal. Et donc, définir un harcèlement scolaire, comme on a défini le harcèlement au travail il y a quelques années, c'était, à mon sens, extrêmement important. Et donc, à partir du moment où la société dit que le harcèlement scolaire est interdit, est un délit pénal, il faut que toute la société s'organise pour l'éradiquer. Alors déjà, il faut bien avoir en tête que la définition qu'on a faite du harcèlement scolaire concerne des adultes comme des enfants, puisqu'on a considéré qu'un adulte pouvait harceler un enfant dans une classe. Ça arrive, heureusement pas fréquemment, puisque ce n'est pas la vocation des études des enseignants, et la plupart du temps, évidemment, dans une énorme majorité des cas, ils ont le souci de transmettre des savoirs, et uniquement ça. Mais ça arrive. Donc, le code pénal définit un quantum de peine qui correspond aux adultes. Et ensuite, le juge, parce que dans notre système pénal, on a une justice pénale des mineurs, il y a un calcul des peines bien particulier pour les mineurs. Déjà, la peine est divisée par 2, et ensuite on regarde si l'enfant était, discernant, s'il avait une pleine capacité, une pleine compréhension des éléments qui lui ont qui lui ont fait faire le délit. Et là, la peine évidemment s'adapte, et il n'est pas question de mettre des enfants en prison pour du harcèlement scolaire. Il est question de définir un interdit fort. C'est ce que Robert Badinter appelle la fonction expressive
du droit, et du droit pénal en particulier, qui donne des interdits, qui donne ce qu'il faut faire et ne pas faire. Après, les peines, c'est autre chose. Et évidemment, je le redis, il n'est pas question de mettre des enfants en prison. Notre justice pénale des mineurs dans notre pays privilégie toujours l'aspect éducatif sur l'aspect répressif. Alors cependant, malgré cette avancée qui est évidemment importante, les procédures restent longues et de nombreuses plaintes sont encore classées sans suite malheureusement. On a rencontré Stéphane Tirard, président de l'association Harceler n'est pas joué, qui accompagne régulièrement les victimes sur tout ce qui est procédure. Et il nous a expliqué justement que ces procédures sont très longues et très épuisantes pour les familles. Alors, les procédures, elles se passent comment? C'est que la personne se présente dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police. Suivant ce que la personne qui se trouve à l'accueil de ces victimes-là prend en considération les choses sont prises en fonction de la personne qui prend en considération les choses. Après, je dirais que les victimes, si nous derrière on n'appuie pas les victimes et si on n'accompagne pas les victimes, le processus, mis à part ce qui est maintenant en place et qui commence à se déclencher, c'est-à-dire que maintenant c'est puni par la loi, le harcèlement scolaire, qui n'était pas le cas avant. C'était au bon vouloir, on faisait une lettre d'excuse, on faisait un petit mot d'excuse. Et je trouve que c'était pas normal parce que le harcèlement, il y a des victimes. Et victime veut bien dire ce que ça veut dire, une victime. Et une victime qui n'a pas été entendue par la justice n'est pas une victime qui est soignée. Une victime qui va mieux, c'est pas possible. Et les victimes dans les établissements scolaires, la plupart du temps, on leur conseille de changer d'établissement scolaire. Pourquoi? Pour garder le calme dans l'établissement et surtout pour servir un chef d'établissement qui lui dit moi j'ai pas eu de soucis dans mon établissement et tout va bien dans mon établissement. Et en fait c'est de la poudre aux yeux et c'est se cacher, se voiler la face. Les victimes, s'il faut des caméras, il faut des choses comme ça. Mais sauf que maintenant ce qui est bien, c'est que les enfants agissent aussi sur Internet. Ce qui fait que ça permet aussi de donner de l'eau au moulin pour prouver qu'il y a du harcèlement. Mais il y a quelques petites années en arrière, c'était pas le cas. Et au jour d'aujourd'hui, moi je trouve dommage qu'on laisse ces victimes un petit peu comme des bateaux à la mer abandonnés et puis on laisse les choses. Mais le problème c'est que il n'y a pas que l'enfant qui est victime dedans, il y a toute la famille qui est elle aussi victime et qui est aussi atteinte. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on mette pas en place dans cette nouvelle infraction, qu'on mette pas des choses en plus. Ça veut dire la possibilité d'aller en parler à un psy, que la justice dirige, que la justice prenne vraiment en considération les victimes. Il est important de rappeler que le harcèlement scolaire entraîne des conséquences, même quand celui-ci est terminé. Des conséquences à court terme, moyen terme et long terme. Ils nous ont expliqué comment ils ont réussi à sortir de cette spirale, comment parfois ils gardent encore des séquelles de ce qu'ils ont vécu, mais avec un certain message d'espoir qu'on peut tous s'en sortir. On va dire qu'elle intègre un nouveau collège, donc ils sont pas au même niveau au niveau du programme. C'est surtout dans les langues, en fait, en anglais où ils étaient très en retard par rapport à sa nouvelle classe. Après, voilà, le problème, c'est qu'ils ont vu des choses qu'elle elle a pas vues et vice-versa. Il y a des choses, par exemple, en SVT, là, qu'elle est en train de refaire. Ça va être facile pour elle parce qu'en fait, elle l'a déjà fait en début d'année, en fait. Donc, il y a des choses, du coup, qui vont lui manquer dans sa 5e. Théo, il a, on va dire, pratiquement 2 trimestres de retard. Il arrive à suivre, mais c'est très compliqué. Très compliqué parce qu'il a du mal à rester concentré plus de 2 heures. Il n'arrive pas du tout à être seul dans la chambre. Théo, c'est pas un enfant que quand il comprend pas, il va le dire. La simple et bonne raison, c'est qu'on s'est tellement moqué de lui au collège que malheureusement, il a du mal à... Il a encore ce traumatisme-là, mais il a encore du mal à me dire on prend beaucoup de retard. Il est en dépression grave. Il est phobie scolaire. Et après, c'est un élève qui se décourage vite, dit qu'il a une mauvaise note. Mais automatiquement, tout ce qu'on lui disait au collège, tu es incapable, tu es un bon à rien, tu sais rien faire. Donc tout ça, ça ressort. Il me dit, tu vois, ils avaient raison. Je suis nul, je comprends rien. Il se dévalorise énormément. Voilà, donc et en plus, Théo était un excellent élève à la base. Oui. À la base, c'était un très bon élève. Mais même en début de 3e. Hein. Même début de 3e, il nous a fait un début de 3e avec un 18 en maths. C'est pas la matière qu'il aime le plus. Il nous a ramené une 18, on n'en revenait pas. Quoi. Théo, c'est les montagnes russes. C'est les dents de scie, ça va bien et on ne sait pas pourquoi d'un coup,
Il se renferme sur lui-même, il va se mettre à pleurer, il va se dénigrer énormément. Le plus dur, c'est qu'il n'arrive plus du tout à sortir. Les seules sorties qu'on fait, c'est des rendez-vous avec la pédopsychiatre, avec la sophrologue. On peut rester 2 mois sans sortir parce que Théo... Et on peut pas trop le laisser seul parce qu'il nous fait énormément de malaise où il se retrouve au sol. Encore hier soir, en venant nous rejoindre dans le salon, il a eu un malaise, il est tombé, il a fallu aller le ramasser. On est sorti samedi, il a été euphorique samedi, hier, toute la journée ça a été, et ça a redégringolé hier soir. C'est qu'on a rendez-vous en fait au CMP 1 mois après déjà, donc c'est très très long. Que ma fille est en pleine souffrance et qu'elle m'a carrément dit qu'elle voulait mourir et que pour une maman c'est compliqué d'entendre ça et que moi en attendant son rendez-vous, que je lui dis que je veux bien écouter sa tristesse et ça me rend triste de l'écouter parce que je sais pas quoi lui répondre. Ou ce que je lui dis, est-ce que je lui dis bien les choses aussi? Est-ce que moi, en voulant l'aider, je la mets pas plus dans le mal parce que j'ai pas fait d'études pour ça, que j'ai qu'un cœur de maman et qui saigne. Au CMP, quand je leur explique pourquoi je prends rendez-vous, on me fait clairement comprendre qu'il fait très bien pour le premier rendez-vous, mais bon, c'est pas ça, quoi, que le harcèlement, il est passé, il est fini, donc on arrête de parler de ça. Et comme ils voient bien que ma fille est pas bien du tout, on a des rendez-vous tous les 15 jours, en fait, au CMP, et à chaque fois au rendez-vous, faut aborder tous les sujets. L'éducation de maman, la relation, comme maman et papa sont séparés, comment ça se passe entre eux, comment se passe la relation avec la petite sœur. Et quand je fais les bilans avec sa psy, je lui dis, mais à quel moment vous parlez du harcèlement? Elle me dit, mais faut pas en parler, il faut arrêter d'en parler. Il faut savoir que je me suis renseignée aussi parce que quand l'état de ma fille atteint des proportions où j'étais obligée d'enlever les poignées de ses fenêtres pour pas qu'elle saute par la fenêtre et que le CMP ne me proposait pas de solution pour l'aider, que j'ai gratté, je me dis, mais je vais aller dans votre clinique. Et là, on te dit non, parce que la médecine est par secteur, ça fonctionne par secteur. Vous habitez à tel endroit, vous êtes rattaché à cet hôpital. On n'a même pas le choix de choisir sa propre médecine. Et moi, ça m'a déroutée parce que je me suis dit, mais au CMP, ils veulent pas parler du harcèlement. Et moi, je lui ai dit au psy, je lui ai fait, mais excusez-moi, mais c'est comme un bouton, un abcès que vous avez, il va grossir. Si on n'évacue pas, ça va grossir. Mais le jour où il va exploser, qui sera en face pour ramasser l'abcès? Le jour où le harcèlement, à force de ne pas en parler, elle ne pourra plus tenir tout ça en elle, qui sera en face pour l'aider? Ça va être moi. Un coup, ma fille, c'est compliqué, enfin, tout ça. Et oui, je l'avais engueulée, en fait. J'avais dit parce que c'était un soir de décembre, il y avait la famille qui était venue là, et j'avais dit que j'en avais marre, que j'avais un petit peu envie de profiter de la famille. Et c'est des choses que, elle prenait pas, enfin, pas qu'elle prenait pas, mais bon, qu'elle avait du mal à relativiser. Et bon, ce que je comprends après, vu ce qu'elle l'avait subi, et elle est partie en courant, en fait, c'est moi qui lui ai couru derrière, je l'ai récupérée, elle était sur un pont, elle allait sauter, quoi. Et moi, elle me disait, lâche-moi, 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 et je sentais bien que plus j'essayais de la retenir, plus elle essayait en fait, de vouloir sauter. Et c'est des inconnus qui sont arrêtés, qui l'ont prise, et dès qu'ils l'ont eu en main, je me suis retirée parce que j'ai vu que elle m'en voulait à moi, enfin, elle en voulait à la situation, on va dire, enfin, c'était comme ça. Et quand j'ai expliqué ça au psy, cette chose-là, parce que j'ai pris rendez-vous en urgence avec son psy quand même, mine de rien, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Babichette, pourquoi tu fais ça? Écoute du Joule, ça sera mieux, c'est bien le Joule. On reste en voix face à ça. Ta fille a été hospitalisée justement des suites de sa tentative de suicide, c'est ça? Oui, des suites de sa tentative de suicide et de sa tentative de déscolarisation, en fait, parce que je l'ai gardée à la maison pendant près de, on va dire, 1 mois, 3 mois, je veux dire un trimestre, et que c'était de pire en pire, en fait, parce qu'entre les scarifications, les fugues, moi, je passais mes nuits sur le canapé, je ne dormais plus, j'ai signalé des fugues maintes et maintes reprises, jusqu'à un jour où elle a encore fait une fugue, et ce coup-ci là, elle avait carrément fait une lettre en disant qu'elle allait se suicider, tout ça, que elle avait fugué pour ça, quoi. Alors j'ai déjà essayé de faire des fugues, mais c'est parce qu'il y avait la maison aussi, c'était compliqué. Et du coup, les deux combinés, c'était dur, et du coup, j'ai déjà essayé de fuguer. Après, heureusement pour moi, j'ai toujours eu peur de la mort. Le fait de rien sentir, etc., c'est un truc qui m'a toujours psychoté. Et je crois que c'est la chose qui m'a à chaque fois arrêté. Mais oui, ça m'est déjà arrivé
Ça m'est déjà arrivé de prendre un couteau de cuisine et savoir est-ce que je me taillais les veines ou je le mettais ici et je me disais est-ce que je vais le faire, je vais pas le faire, je vais le faire, je vais pas le faire et des moments où c'est déjà arrivé où ma mère rentre et du coup je lâche le truc et je m'en vais, enfin, où je me retrouvais, ça m'était dans des états pas possibles où je me retrouvais aux toilettes et je pleurais et je criais, je m'arrachais en fait la peau, je me griffiais toute la peau. Je serais incapable de dire pourquoi, parce que je sais, je travaille dans le social, etc. Donc je sais qu'il y a des personnes où il y a ce côté un peu d'appel au secours, mais je ne voulais pas que les gens le voient. Et il fallait que je me fasse mal. Mais c'est pas par rapport au fait de sentir une autre douleur, enfin je pense pas. Enfin bref, je saurais pas pourquoi dire. C'est la fin du harcèlement, c'est la fin, mais c'est le début d'autre chose. Bah, du coup, j'ai un changement de collège aussi. On m'accepte un changement de collège, mais du fait qu'on considère que mon fils ne travaille plus en 5e, est en échec scolaire et a un TDAH, on me propose juste la solution SECPA. Je l'ai ressenti comme une trahison vers le collège, car ils ont commencé par me soutenir, puis ils ont totalement arrêté de me soutenir. J'ai perdu tous mes amis. Et le fait qu'on te mette justement dans une classe SECPA, toi aussi, tu l'as très mal vécu, ça? Oui, parce que je pensais être inférieur aux autres, comparé à ceux qui sont dans une classe normale. J'ai commencé à développer la phobie scolaire vers plutôt la fin que le début, vu que c'était un nouveau départ. C'était quand même dur. Il comprend pas pourquoi on ne punit pas la personne qui lui a fait du mal. En fait, il me pose tout le temps la même question. Pourquoi on ne le punit pas? Il me dit, mais on a le droit de faire tout ça, du coup, et de ne pas être puni. Et donc, j'ai beau lui expliquer, mais quelque part, je lui explique, mais la justice est longue, donc j'ai beau lui expliquer que non, on n'a pas le droit. Et lui, il me dit, alors pourquoi c'est nous qui avons dû déménager? Pourquoi c'est lui qui doit se lever 1 heure plus tôt pour prendre le bus? Pourquoi c'est lui qui a dû perdre ses copains? Et en fait, c'est des questions que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Au début, l'école où il va, ils sont bienveillants quand même avec lui, ils savent ce qui s'est passé. Donc, ils sont bienveillants, mais lui, il ne trouve pas sa place. La dépression va s'installer. La phobie scolaire va arriver. Il va faire des crises d'angoisse, il va être pris de panique. Sa psychiatre va devoir lui écourter son emploi du temps. Il développera une phobie d'impulsion aussi. Il développera des tocs moteurs. Il va rester dans sa chambre, dans le noir. Il ne veut plus aller dehors. On rentre dans un climat où même s'il n'y a plus que harcèlement, en fait, il y a les conséquences. Alors, on le sait, c'est parfois compliqué, notamment pour les familles, d'accompagner les victimes de harcèlement dans l'après, dans la reconstruction. Et justement, on a demandé à Marjorie Roch, notre professeure en psychologie, de nous aiguiller sur comment aider un enfant, un adolescent qui a été harcelé à se reconstruire socialement et dans sa vie scolaire de manière générale. Alors, il faut assurer une continuité entre les établissements scolaires et l'environnement familial quand même. C'est très important. Qu'il n'y ait pas de rupture, déjà. Il faut que tous les systèmes d'appartenance du jeune puissent communiquer avec fluidité, avec facilité, et qu'on soit raccord, si vous voulez. Même le système de santé, si tant est que l'adolescent soit pris en charge dans un cadre de santé mentale. Même si il faut lui faire comprendre qu'il n'a pas de pathologie, qu'il n'est pas un problème, mais qu'il a vécu en fait une situation qui l'a fortement fragilisé et qui nécessite qu'il soit pris en soin. Au niveau des conseils qu'on pourrait donner aux parents notamment, c'est rester vigilant, c'est être présent mais pas trop intrusif en fait, pour leur enfant et leur adolescent. Alors, encore une fois, il y a vraiment une différence entre les enfants et les adolescents. Donc, pour l'adolescent, c'est plus délicat parce que le parent, il ne sait pas trop comment se positionner, il ne reconnaît plus son enfant parce qu'il est en train de se transformer. Donc, finalement, il a déjà du mal à se positionner en temps normal. Donc, dans une situation de harcèlement, c'est peut-être encore plus délicat. Donc, moi, ce que je dis systématiquement aux parents, c'est faites-vous confiance. Faites confiance en vos capacités à être parent. Faites confiance en ce que vous avez transmis à votre enfant. C'est un passage difficile, c'est transitoire. Vous êtes là pour lui. Donc déjà, vous lui apportez du réconfort et du soutien, ne serait-ce que par votre présence. Et les parents qui ont pu détecter
la situation de harcèlement, qui ont pu l'identifier, qui ont pu tirer la sonnette d'alarme, déjà, pour l'adolescent, c'est très précieux. L'adolescent, lui, il va se sentir soutenu assez naturellement. Donc, briser les tabous. Ensuite, les parents en eux-mêmes ne peuvent pas soigner leur enfant. Il faut impérativement qu'ils puissent consulter pour faire un état des lieux de la santé mentale de leur enfant à ce moment-là. Parce que, encore une fois, c'est une violence, donc elle laisse forcément des traces. Les psychothérapies, à mon sens, sont vraiment nécessaires à un rythme très régulier. Pourquoi pas des ateliers à médiation artistique? Alors, je pense notamment au théâtre. D'ailleurs, j'ai rencontré Serge Tisseron l'autre jour, qui a beaucoup œuvré pour le harcèlement, et notamment via le jeu des 3 figures, qui va d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais être expérimenté en région parisienne dans plusieurs établissements scolaires. Voilà, ces jeunes-là, ils ont déjà des fragilités qui méritent d'être traités en thérapie pour aborder dans les meilleures conditions possibles, finalement, l'avenir. Parce que ce sont des situations qui peuvent se répéter. Je parlais tout à l'heure du harcèlement au travail, du harcèlement dans les études supérieures dont on commence de plus en plus à parler. Il faut tordre le cou à ces mécanismes-là. Je ne suis pas en train de dire que le harcelé, il y est pour quelque chose, il est responsable de quelque chose. C'est comme les situations de viol. On dit, mais finalement, elle a provoqué la situation. Non, non, c'est pas du tout ça. Par contre, ce sont des jeunes qui ont vraiment des fragilités préalables qui doivent être forcément traitées. Enfin, nous avons donné la parole aux associations. En fait, il me semblait super important de les mettre en avant puisque ce sont souvent eux qui sont sur la ligne de front, qu'ils soient bikers, professeurs, juristes. Ce sont des personnes qui combattent le harcèlement scolaire et qui aident les victimes, et par leur travail sont extrêmement importants. Et c'est le cas de Odile Mandagaran, présidente de l'association Phobie Scolaire. En effet, même lorsque les faits de harcèlement sont terminés, c'est ce que je vous ai dit, il arrive que des conséquences à long terme s'installent, et la phobie scolaire est une des conséquences qui peut s'installer après du harcèlement. C'est encore quelque chose de très tabou et de très mal géré au sein des écoles, des collèges et des lycées. Donc évidemment, est-ce que l'une des raisons, je dirais, principales du développement de la phobie scolaire, c'est le harcèlement scolaire? Alors oui, et pour cela, on se base sur une étude qui a été réalisée par le docteur Leïla Benoît et l'INSERM, à laquelle on a participé. Les résultats de cette étude montrent que plus de 50% des enfants en phobie scolaire ont subi du harcèlement. C'est une des raisons majeures, ce n'est pas la seule, mais effectivement, il faut en tenir compte, d'autant plus que la phobie scolaire peut être la cause du harcèlement, puisque un enfant en phobie scolaire, en fait, est stigmatisé. Donc, un enfant qui vient sporadiquement à l'école, qui souffre d'anxiété et souvent identifié, peut-être rejeté par ses pairs. Donc oui, le harcèlement peut être la cause et la conséquence de la phobie scolaire. Par exemple, un enfant qui va à l'école, au lycée, au collège, en ayant une phobie scolaire, quels sont les symptômes qui peuvent se développer quand il rentre ou qu'il arrive même à la surface du lycée ou au collège avant même d'y être? Quels sont les signes, les symptômes qui peuvent se manifester? Alors, les premiers signes, je dirais, ce sont les absences perlées, les passages fréquents à l'infirmerie, beaucoup de bobologie, des maux de ventre, des maux de tête, qui passent souvent inaperçus à la fois pour les parents et l'établissement scolaire. Et puis, lorsque les choses s'aggravent, à ce moment-là, c'est très violent, puisque ça peut être du jour au lendemain un enfant qui roulait en boule dans son lit, que l'on ne peut absolument pas faire sortir, ou un enfant qui fait une crise d'angoisse dans le bus qui l'amène à l'école, ou devant le portail, ou qui fait des crises d'angoisse à l'intérieur de l'établissement. Détecter les premiers signes, c'est vraiment important. Ce sont des enfants qui souvent sont très bons élèves et qui tout d'un coup ont une chute dans les résultats. Des enfants qui changent d'attitude. Ce sont les premiers signes d'un enfant qui va mal, en fait. On a également été contacté par Laurent Friot, un ancien chef d'établissement que nous avons rencontré. Et en fait, lui, il voudrait qu'on développe plus les compétences psychosociales des élèves. Il propose notamment des schémas de défense pour aider un enfant qui a été harcelé à se reconstruire, et insiste bien sur la reconstruction psychologique et sociale d'un élève harcelé. Seulement, les phobies, c'est du cas par cas. Voilà. On ne peut pas généraliser, par contre, on peut apprendre à tout le monde
à construire ses réactions. J'aime bien le mot prédisposition, voilà, être prédisposé. Sa manière de faire, manière de s'y prendre pour réagir. J'aime bien ça c'est Michel Récopé, un chercheur en sciences et techniques des activités physiques et sportives sur Clermont-Ferrand, qui prenait l'exemple du volleyeur, un jeune qui n'est pas préparé à recevoir le ballon, c'est quelqu'un qui est figé, qui a une posture droite, qui va prendre le ballon, mais mal, parce qu'il sera mal positionné, voilà, où il ne pourra pas le renvoyer dans de bonnes conditions. La personne qui a déjà construit son registre de défense, c'est déjà la personne qui est agenouillée, qui a les bras tendus devant, qui a une position de manchette prêt à recevoir. Et on peut se dire que c'est déjà cet élève-là a construit une prédisposition pour se défendre, en tout cas pour envoyer le ballon. Voilà. C'est un peu cette image-là, c'est du cas par cas. Et puis, comme je dis, le cas par cas, ça fait référence à quoi? À sa performance relative. Pas une performance pure, comme on peut voir en athlétisme, on prend le chronomètre et on a fait telle performance sur 100 mètres. Non, c'est partir de ses compétences à soi, de son état initial à soi, pour envisager sa construction. Voilà. Et tout le monde n'en est pas au même niveau. C'est pour ça que cette différenciation pédagogique, cette prise en compte des jeunes au cas par cas, et d'où la notion dont on parlait tout à l'heure de l'écoute. L'écoute est principale. J'aime bien reprendre aussi l'analyse des besoins. Quel besoin as-tu au départ? Qu'est-ce qu'on peut demander à l'élève au départ? De quoi tu as besoin? Voilà. Et c'est en fonction de ces besoins et de cet état initial que peut se construire les choses. Donc, on ne peut pas généraliser et faire des contenus d'enseignement pour un élève de 4e, 3e, etc. Non, ce sont des contenus qui seraient vraiment en relation avec la construction, le registre d'action qui est construit ou non pour se défendre. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, grosse pédagogie différenciée en tenant compte, j'aime bien prendre le terme de performance relative. Il a également écrit un livre sur la question du harcèlement scolaire, je vous mets le lien dans la description. Bon là, on a fait un très gros tour de la question du harcèlement scolaire, on arrive vers la fin de cette enquête. Alors évidemment, il reste plein d'autres points qu'on aurait pu aborder sur cette enquête. Comme je vous ai dit, on a été obligé de faire du tri, mais je vous invite à vous renseigner sur la question pour en apprendre plus. Alors maintenant, je vais faire une conclusion générale de cette enquête, de ces mois qu'on a passé à partir à droite, à gauche, un peu partout dans toute la France pour rencontrer ces victimes, et parfois en visioconférence quand la distance était trop longue, et vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Bon déjà, comme je vous le disais au départ, peut-être avez été-vous surpris de ne pas voir une interview de l'éducation nationale. Encore une fois, je reviendrai sur cette problématique dans une vidéo spécialement dédiée, c'est-à-dire un peu une espèce de making-of de tout ce qui s'est passé durant l'enquête. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, au départ, c'était prévu pour des questions de sécurité juridique. Nous avons été obligés de supprimer cette interview. Donc, que penser du harcèlement scolaire, de sa gestion et des moyens mis en place pour lutter contre ce fléau? Encore une fois, ce reportage ayant été mené avant les annonces qui ont été faites au mois de septembre, le contexte était différent, mais en réalité, je ne pense pas qu'il ait véritablement changé. Moi, ce que j'ai remarqué sur toutes ces victimes qu'on a écoutées, toutes ces personnes que nous avons rencontrées, c'est qu'on minimise tout le temps ce qu'ils ont vécu, parfois même en les traitant de menteurs. Et dans les cas les plus graves, comme l'histoire de Coralie, on attaque les familles avec des motifs totalement injustifiés. Donc la gestion, clairement, on repassera. Mais ce qui est encore plus déroutant, c'est cette omerta, ce silence véritablement qui s'installe quand on parle de harcèlement scolaire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, quand on envoie un mail, quand on passe un coup de fil pour dire on fait un reportage sur le harcèlement scolaire, est-ce que vous voulez témoigner? Dès que l'on prononce harcèlement scolaire, cela suscite une angoisse, quelque chose qui fait peur. Et c'est dommage, parce qu'il suffirait d'en parler, de briser ce silence pour déjà avancer. La réalité, c'est que on aura beau mettre en place toutes les mesures du monde, si on n'est même pas capable de parler du harcèlement scolaire, à quoi bon? Et c'est peut-être le point positif de ce qui s'est passé en septembre, avec l'arrivée d'un nouveau ministre et ses mesures. C'est on commence vraiment à briser le silence. Et ça, c'est un point positif. Pour terminer sur la gestion, en fait, on oublie souvent que dans le harcèlement scolaire, il y a deux personnes. La victime, la personne harcelée, et le harceleur. Pour moi, sortir de l'équation, et j'insiste vraiment là-dessus parce que ça me paraît essentiel, sortir de l'équation le harceleur ne résout pas le problème. Alors évidemment, ce n'est pas à la victime de partir de l'établissement. Ça, on est bien d'accord. Mais en fait, finalement, renvoyer un élève harceleur, c'est décaler le problème, puisqu'il pourra toujours harceler quelqu'un d'autre. Si on ne s'attaque pas au problème à la racine, on ne s'en sortira
jamais. Donc en ce qui concerne ces nouvelles mesures, adviendra ce qu'il adviendra tout simplement. Il semble qu'aujourd'hui, les choses commencent vraiment à être prises au sérieux et c'est tant mieux pour les victimes et pour les familles. De nombreuses mesures présentes dans ces annonces me paraissent bateaux, ou alors ont déjà été employées par le passé et se sont toujours soldées par des échecs. Je pense notamment à la formation. On avait déjà du mal à former quelques référents, maintenant on voudrait former tous les enseignants et tout le personnel éducatif. Sur le papier c'est joli, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? C'est pareil, ces formations, seront-elles obligatoires dans le cursus des professeurs par exemple? Que mettons à disposition des professeurs, des chefs d'établissement? En voulant former tous ces enseignants qui sont déjà surmenés dans notre système éducatif, est-il vraiment possible dans notre époque où l'éducation nationale est obligée d'organiser des speed dating pour recruter des professeurs, de tous les former convenablement? Encore une fois, malgré tout, il faut regarder le positif. La parole se libère et ça c'est important. Ce qui est aussi important de rappeler, et ça c'est ce qu'on voit très souvent dans les médias, et c'est logique, on voit très souvent les cas les plus dramatiques, les suicides. Mais le harcèlement scolaire, c'est aussi plein d'enfants qui pensent tous les jours à se suicider et qui souffrent quotidiennement. En fait, si vous voulez, le harcèlement scolaire revient toujours dans l'actualité quand il y a un drame. Mais le harcèlement scolaire, il ne s'arrête pas. Et ça, il faut aussi le comprendre. En fait, le gouvernement a un sursaut à chaque fois qu'un nouveau drame a lieu. Mais si on attend à chaque fois un nouveau drame, il y aura toujours des drames en fait. J'espère tout simplement que ces mesures pourront être mises en place pour les victimes et les familles et que ça permettra d'endiguer une bonne fois pour toutes au maximum ce fléau. Et pour terminer cette vidéo, ce reportage, il me semblait essentiel de finir sur un point positif. De la part de ceux qui ont vécu le harcèlement scolaire et qui ont réussi à s'en sortir. Avant de vous laisser, si vous avez aimé cette enquête, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre les prochaines enquêtes qui arriveront dans les prochains mois. Je remercie également tous les intervenants, toutes les victimes courageuses et les familles qui ont accepté de témoigner, parfois avec la boule au ventre, mais qui ont su se dépasser avec cette conviction qu'en témoignant, ils pourront aussi aider d'autres familles et d'autres enfants, adolescents harcelés. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle enquête. Salut tout le monde. Donc il faut bien mettre en place autre chose que ce qui est actuellement mis en place. Je dis qu'une chose, c'est de le dénoncer, c'est sortir, rompre ce tabou en fait, briser ce tabou. Non, moi, si aujourd'hui c'est important que je raconte mon histoire, c'est aussi parce que on m'a traînée dans la boue. On m'a traînée dans la boue alors que je n'ai fait que défendre mon enfant et encore mieux, j'ai essayé de lui sauver la vie. Je voulais aussi, à travers ce témoignage, dire aux mamans, n'ayez pas peur. Si vous devez faire des vagues, faites-en. Ne vous laissez pas intimider parce que l'union fait la force en fait. Et si tout le monde se tait, en fait, ça n'avancera jamais. Et il faut parler et surtout aux enfants, parler. Mais s'il vous plaît, ne mettez plus fin à vos vies. Vous êtes trop jeunes. C'est un déchirement de perdre un enfant. C'est la pire chose qui puisse arriver. Alors moi, je suis Caroline Dupont, la maman de Zia, qui a vécu du harcèlement au collège à Serra. Je voulais vous dire que faut garder espoir en fait. Le harcèlement, on peut s'en sortir. Faut leur laisser du temps, leur donner de l'amour et croire en eux en fait. Ils ont beaucoup plus de capacités, de ressources qu'on ne le pense. Mais laissez-leur le temps, c'est des petites chenilles qui vont devenir des papillons. De personnes comme moi, qu'elles aient mon âge, qu'elles soient plus âgées, qu'elles soient moins âgées, subissent du harcèlement et n'en parlent pas. Et peut-être que ça pourrait les aider, j'espère que ça pourrait les aider. C'est pas partout pareil, mais peut-être qu'elles auront la chance d'être aidées. Que les gens se rendent compte quand on voit les personnes comme ça, moi je pense quand on me voit comme ça, on pense pas que j'ai vécu ce genre de choses actuellement et sensibiliser que en fait chacun peut avoir vécu ça et essayer de creuser, pas être juste dans la surface mais essayer de creuser avec les personnes, parce qu'en effet avec tout ce qui se passe on n'ose pas le dire parce qu'on a peur des représailles, mais juste au niveau des copains ou les gens qui observent, là il y a de plus en plus de sensibilisation par rapport à ça, mais c'est hyper important en fait d'aller chercher plus loin, de ok comment tu te sens toi en ce moment, qu'est-ce qui se passe, il y a ce genre de choses, ok, juste pas se sentir seul. En fait, moi, le plus important, je trouve que c'est ceux qui sont présents à une scène, qui sont ni le harceleur, ni le harcelé, mais que ces personnes creusent et restent présentes pour elles. Et pour moi, c'est le plus important.